Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce Midi Labo aujourd'hui. Donc David Payan, je suis le directeur adjoint de l'association Samuel Vincent et animateur du Labo. Labo qui est un espace de recherche qui a été mis en place par l'association, l'Union associative Osiris, qui regroupe 4 associations qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance et de l'éducation spéciale, que sont l'association COST, Samuel Vincent, ANCA, et le comité de protection de l'enfance et de l'adolescence Gare-Lozère, donc 4 associations qui sont unies sur un certain nombre de partenariats et qui ont mis en place depuis quelques années un labo qui accueille des mini-conférences qui ont lieu régulièrement et qui nous permettent et qui donnent l'accès à nos collègues, à nos partenaires, à des expériences, des travaux de recherche, des sujets qui sont en lien avec nos activités au sein des associations. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kader Mimoun, qui est principal du collège internat de réussite Les Champs-Philippe, à la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, voilà, qui est également président de l'association École et Famille, qui est une association qui œuvre et qui soutient les liens entre la famille, les membres des familles et l'école depuis très longtemps en utilisant des outils et des principes de la clinique de concertation, qui sont des outils et des principes qui sont utilisés aussi au sein des associations, de certaines associations d'Osiris. Voilà. Donc, il intervient aujourd'hui au titre de principal du collège internat de réussite, mais bien sûr, on aura en tête le fait qu'il est président également d'une association qui œuvre dans le champ du soutien des liens entre les membres des familles et l'école. Voilà. Et aujourd'hui, le thème de sa présentation va être effectivement, à partir de son expérience singulière de principal de collège, comment il a pu penser et agir une reconfiguration des relations entre l'école et les familles, c'est-à-dire comment il a au fur et à mesure de son expérience, mis en place des nouvelles façons de voir la question du partenariat et de la confiance entre les membres des familles et l'école. Et bien sûr, ça nous intéresse tous les uns les autres dans le travail que l'on a à faire auprès des jeunes sur l'accompagnement à la scolarité. Voilà, donc je le remercie d'avoir pris un peu de temps, son temps est précieux, et je lui donne immédiatement la parole. Merci, et à toi, Kader. Merci David pour ton invitation. J'espère que le son est bon à votre niveau. J'ai mis des conditions techniques qu'on commence maintenant à maîtriser depuis la crise sanitaire au sein de l'école. Voilà, donc merci. Oui, effectivement, alors peut-être plus qu'une conférence ou un propos un peu détaillé, ça sera plutôt une expérience, effectivement. Oui. Donc je te remercie pour ton invitation, pour le partage dans cette visio que tu me proposes. Moi, c'est toujours intéressant. Effectivement, ça va être une petite parenthèse méridienne en ce qui me concerne pour échanger avec des collègues venus de tous horizons. Et puis moi, ce qui me passionne, tu l'as dit d'ailleurs, David, c'est pas quelque chose qui est venu spontanément dans ma petite carrière de chef d'établissement. J'ai été enseignant précédemment, plutôt dans des contextes difficiles, parce que j'ai démarré ma carrière de professeur en 97, oui, ça commence à dater, dans le contexte urbain de Mantes-la-Jolie. À l'époque, j'arrivais plutôt volontaire, formé, mais je n'étais pas du tout prédestiné à me diriger vers la question des familles et des relations aux parents. Donc, pour faire un propos assez clair, effectivement, moi, je suis venu à la question des familles un peu par la force des choses, c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressé, comme beaucoup d'enseignants, et d'ailleurs, mon expérience pourrait se cumuler avec d'autres expériences sur le terrain. Il se trouve que comme on se connaît avec David, en échangeant, il m'a dit ce serait bien que tu puisses participer à ce type d'intervention, donc j'ai bien volontiers que j'y participe. Mais je ne suis pas, à titre personnel, un conférencier en tant que tel. Je vous m'excuse d'avance des propos que je pourrais tenir tout au long de cette présentation. Alors, pourquoi la question des familles va être de façon récurrente et percutante dans mon propos? Parce que de façon directe, vous voyez, je fais des raccourcis rapides parce que j'ai très peu de temps, parce que pour moi, c'est le levier essentiel, indispensable, si on veut vraiment, politiquement, au niveau éducatif, transformer notre école. Enfin, en tout cas, l'amener vers ce qu'on souhaite pour notre République, c'est-à-dire une école pour tous, une école qui permet, de la maternelle jusqu'au bac, d'amener toute une génération d'enfants à conquérir des espaces culturels, des espaces d'apprentissage, etc. Pour l'instant,
Vous voyez, je ne vais pas raccourcir cela en 2 mots, mais vous savez mieux que quiconque que notre école, elle ne s'adresse pas à tous les élèves. Elle ne s'adresse pas à tous les élèves. Et moi qui ai commencé à travailler sur la question des difficultés scolaires, notamment des grandes difficultés scolaires, donc voilà, dans un poste que j'ai occupé à Mantes-la-Jolie, dans le Val-Fouré, au quartier du Val-Fouré, au moment où les politiques d'urbanisation, l'ANRU commençaient à s'installer dans ce territoire, moi je suis arrivé de façon percutante à travailler avec des enfants en grande difficulté. Donc de la grande difficulté scolaire, je me suis retrouvé en contact avec les parents de ces enfants. Et c'est en cheminant, d'expérience en expérience, d'échec en échec, hein, de, de mauvaise expérience en mauvaise expérience, hein, c'est comme ça qu'on apprend finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose que je n'abordais pas, qui était lié au contexte de vie de ces enfants, que j'avais moi en responsabilité. J'étais juste un modeste professeur de technologie, hein, comme il en existe des milliers en France. Et chemin faisant, après une dizaine d'années d'expérience, j'ai croisé effectivement des personnes, des rencontres. Hein. Alors, École et Famille, ça a été une rencontre déterminante, hein, en 2010 notamment, mais un peu de temps avant, j'avais déjà pris le parti de travailler sur les contextes de vie des enfants. Voilà, donc je prends cette première idée. Quand on s'est intéressé à la grande difficulté scolaire, très vite est arrivée l'idée, mais comment vivent ces enfants? Quels sont les liens familiaux, etc., etc. Et c'est là qu'on génère un projet. À l'époque, je travaille avec Serge Moimard, qui est un psychopédagogue archi connu, qui travaille sur les enfants empêchés d'apprendre. Hein, on va les qualifier comme tels. Et c'est là que je dis, mais comment on va faire pour faire le lien avec les familles? Et j'obtiens des crédits, des moyens pour occuper la place d'un personnel de l'éducation nationale qui avait comme attribution de pouvoir faire le lien. Donc j'ai d'ailleurs 3 à 4 heures de disponibilité dans mon emploi du temps, ce qui était à l'époque déjà un exploit. Et ces temps étaient consacrés à la rencontre avec les parents. Donc, je rencontrais les parents, j'expliquais le projet, je n'avais pas du tout d'outils, je n'étais pas armé intellectuellement d'ailleurs sur la relation avec les familles. Ça s'est fait de façon empirique. Voilà. En 2010, il y a eu un virage, effectivement, où là, entre-temps, je deviens chef d'établissement, hein, puisque j'occupe un poste d'adjoint entre 2010 et 2013. C'est là que je croise École et Famille, association, que je préside actuellement, comme l'a dit David. Et c'est là que je découvre un autre chantier, on va dire, un autre univers que j'appréhendais et en même temps que je n'avais pas du tout approfondi, puisque en fait, il n'y a pas vraiment de culture de la relation aux familles dans notre école. Je considère, à titre personnel, qu'elle suppose une formation, qu'elle suppose une expérimentation et qu'elle suppose un accompagnement, hein, à la fois dans la formation initiale et continue. Il y a quelques INSPE, quelques instituts de formation des professeurs qui opèrent, qui ont des modules de formation, mais ça reste quand même pas quelque chose d'assez diffusé sur le plan national. Il y a des expériences et il y a des choses intéressantes qui se passent, hein, mais à ma connaissance, en tout cas, je ne vois pas de choses très, très, très sérieuses qui est engagé pour travailler des leviers différents autour de la responsabilité éducative, notamment comment les enseignants s'emparent de la question des relations avec les parents pour en faire une question éducative. Ça, c'est un vrai enjeu de mon point de vue. Donc, d'emblée, j'ai envie de dire que faire de la relation avec les parents, les familles donc, de l'établissement que je dirige actuellement, mais de façon générale, un enjeu dans une politique éducative qui est incrée dans le projet d'établissement, c'est un levier pour moi très important, puissant, pour travailler le climat scolaire. Donc, vous voyez, petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, en multipliant les rendez-vous avec les parents, en multipliant les rencontres, je me suis rendu compte que ça avait une influence, qui n'était pas, c'était pas quelque chose que j'avais prémédité, c'était pas quelque chose qui avait été souhaité au départ. Mais en voulant bien faire, en voulant faire mon travail de chef d'établissement, je me suis rendu compte que ça avait des vertus très intéressantes de rencontrer les familles régulièrement. Donc, j'ai pu croiser des nombreuses familles. Je pense que j'en suis à ce jour à des centaines d'entretiens. Elles ont pas toutes, ces entretiens ne sont pas tous conclus par des choses très brillantes, hein, mais en tout cas, une expérience certaine, hein, que je peux relater aujourd'hui devant vous. Donc, alors, peut-être pour revenir sur des propos un peu plus, je dirais un peu théoriques, même si c'est plutôt de l'expérience, finalement, on peut poser plusieurs questions. Hein. D'où vient finalement ce mésamour entre l'école et la famille? D'abord, il est historique. Hein, je ne vais pas apprendre aux gens qui sont présents et qui ont peut-être plus d'expérience que moi, que la place des familles à l'école, dans notre école, je parle bien du système éducatif français, ça n'a jamais été évident, puisque historiquement, on a opposé l'école, l'école a opposé les familles aux enfants qu'elle confiait. Donc ça, c'est historique. Hein. Alors,
je n'ai pas le temps de vous donner plein de ressources, mais je pourrais en citer quelques-unes. Il faut lire le Code de l'éducation. L'article L111-1 prévoit, je cite, « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. » Ça, c'était pas évident, on va dire, à la fin du 19e siècle. Hein, puisque à la fin du 19e siècle, bon, vous savez, toutes les lois qui ont concouru, 1901, 1905, etc., c'est la fameuse Troisième République, hein, avec tout ce courant, hein, de pensée qui a installé cette école républicaine laïque pour tous et qui a toujours été un vrai débat dans notre pays. D'abord parce que c'est l'instigatrice de la nation, hein, on a un des rares systèmes éducatifs au monde qui construit sa nation par son école, donc ça c'est pour ça que c'est un enjeu puissant, et que finalement dans l'histoire de l'école, il faut arriver quasiment à la fin des années 2000, hein, 2006 si j'ai bonne mémoire, pour avoir les premiers textes qui officialisent la place des parents dans l'école. Vous voyez, c'est pas vieux dans l'histoire de France, hein. 2006, c'était hier. Hein. 2013, il y a un enjeu important, ça j'insiste, c'est la loi d'orientation pour l'école. Vous savez qu'il y a traditionnellement, historiquement, tous les 10 ans à peu près, tous les 15 ans, mais ça a tendance à s'accélérer depuis 2015, hein, vous l'avez remarqué, des lois organiques qui vont reconfigurer, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, hein, qui à mon avis est plus adapté que révolution, évolution, vous voyez, parce que des évolutions, il y en a eu. Révolution, vous voyez, je ne m'hasarderai pas à oser ce terme-là. Reconfiguration, oui. Oui, parce que nous allons continuer à reconfigurer notre logiciel. Et à mon avis, ça passera, c'est ma conviction personnelle, par une nouvelle donne de relation avec les familles. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je ne vois pas comment on peut faire évoluer notre école dans les années à venir. Et l'histoire nous rappelle à notre bon souvenir que, comme nous n'avons pas construit notre école avec les familles, pour des raisons historiques, religieuses, etc., nous sommes condamnés, entre guillemets, hein, mais dans le bon sens, à reconstruire cette école ou à rebâtir, si tant est qu'elle est déjà bien installée, cette reconfiguration avec elle. Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que ce n'est pas culturellement dans la formation initiale de tous les personnels de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, les personnels d'inspection, de direction, etc. C'est quelque chose, on peut avoir une sensibilité, mais il n'y a pas de formation attitrée. Cette formation, moi, je l'ai acquise, et elle est toujours en cours, hein, à l'extérieur de l'établissement. Finalement, j'ai travaillé en dehors de mon établissement pour être plus armé à l'intérieur de mon établissement. En ce sens, la coéducation, telle qu'elle est prônée par notre système éducatif, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas que dans l'école. Coéducation, ça a des frontières très larges. Ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement est aussi important que ce qui se passe dans l'établissement. Donc, pour ce faire, il faut avoir, progressivement, je me suis rendu compte que c'était en fait méthodologique. Il y avait des méthodes de travail que rencontrer une famille, ça se prépare. Pour l'instant, on est plutôt autour de comment on entretient une relation avec une famille, comment on organise un entretien, comment on rencontre, comment on accueille. On est beaucoup sur des considérations de bienséance, on va dire. En fait, c'est plus que ça qu'il faut faire. Il faut anticiper la relation, la susciter, la questionner et l'entretenir régulièrement. C'est ça la clé. Et ça demande de l'expérience, ça demande de l'encouragement et ça demande aussi d'accompagner. Donc, dans mon établissement, par exemple, alors, dans la durée, hein, et ce n'est pas en 2-3 ans qu'on fait les choses, c'est en 8 ans, hein, on est passé d'une logique de prise en compte des parents, avec quelque chose d'assez classique, hein, café des parents, réunion institutionnelle, la réunion de rentrée, etc., à quelque chose qui est devenu presque une obligation de fonctionnement qui a irrigué tout le fonctionnement de l'établissement, même si tout le monde ne fait pas des entretiens quotidiennement avec les familles. Alors, pour donner quelques exemples, chaque occasion de rencontre avec une famille, donc avec des parents d'élèves, hein, quelle que soit la forme de la famille d'ailleurs, hein, beaucoup de mamans isolées avec des enfants, hein, ça c'est à peu près une famille sur 3, hein, c'est le contexte de mon établissement, mais qui pourrait se recouper avec plein d'indicateurs. En fait, on s'aperçoit que, quelle que soit la forme de la famille, il n'y a pas une typologie et une seule. Il y a des typologies dans les familles monoparentales, il y a des typologies dans les familles classiques, hein, papa, maman, des enfants, un chien et compagnie, hein, vous voyez. Il y a des typologies dans des familles recomposées, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Hein, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas une typologie de famille. En gros, on serait capable de travailler plus facilement avec une maman isolée qui est en difficulté avec des enfants en collège, et c'est plus compliqué avec peut-être une maman qui, elle, est plus dans une logique de stratégie, de contestation ou de remise en cause de la dimension éducative de l'établissement. C'est pas vrai. C'est aussi simple ou compliqué dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est important. Donc, il y a en gros 5 axes qui fondent un peu le fonctionnement. Au niveau des méthodes, et je me suis basé un peu sur les outils,
qui me semble très pertinent, auquel je souscris totalement, de Catherine Urtic de Lacre. Catherine Urtic de Lacre, c'est une professeure, comme moi je l'ai été, qui est formatrice également, qui a été directrice d'école maternelle et qui est formatrice à l'IFE. L'IFE, c'est l'Institut français de l'éducation, et donc qui produit des savoirs, des savoir-faire, des expériences, des conférences. Et donc, je vous renvoie en grande partie sur les ressources que j'utilise tous les jours, et que j'ai utilisées notamment pour proposer mon propos. Alors, donc, il y a un mésamour, il y a un désamour, peu importe les termes, entre l'école et la famille. Historiquement, j'ai brièvement expliqué pourquoi. De quoi est fait ce mélange d'attirance et de rejet réciproque, d'attente disproportionnée, de condamnation définitive? S'agit-il seulement de repasser le mistigris de l'autorité? Donc ça, c'est toujours quelque chose qui a toujours été présent au sein de notre école. Je ne m'attarderai pas sur l'école primaire, parce que je crois que c'est différent, encore moins sur l'école maternelle, mais je pense qu'on peut faire des digressions. Et encore une fois, c'est différent au lycée. Moi, mon expérience, c'est qu'on voit beaucoup les mamans dans les premières expériences éducatives des enfants, on va dire école maternelle, école primaire, collège, et après, de façon surprenante, les études d'ailleurs le montrent, on voit une réapparition des papas, parce qu'on ne parle pas beaucoup des papas au sein de l'école. Leur place est très importante. Moi, je suis de plus en plus intéressé sur la place des papas au sein des familles, parce que c'est souvent les mamans qu'on voit qui viennent. C'est souvent les mamans qui sont appelées en premier. C'est toujours intéressant de regarder sur une journée particulière, la journée des droits des femmes, ou pourquoi on appelle la maman spontanément, alors qu'il y a aussi un papa dans la base élève, et qui peut être aussi questionné par les propos par les difficultés ou par les problèmes que peuvent rencontrer l'enfant. Voilà. Donc, ça suppose que culturellement, on rencontre régulièrement les parents, pas que quand il y a des problèmes. Ça veut dire qu'on va susciter la rencontre et on va proposer à la famille de multiplier les occasions de ces rencontres. Alors, concrètement, quand une famille, par exemple, arrive dans l'établissement, alors je prends le cas de figure le plus défavorable, un gamin a été exclu, je dois l'accueillir dans l'établissement, c'est la règle, je vais toujours proposer un espace d'accueil qui va occasionner un espace de rencontre régulière. Par exemple, il y a un protocole un peu maison qu'on a mis en place progressivement. La famille est accueillie, on n'est pas dans le jugement. Je considère qu'il n'y a pas d'excuses à avoir. La famille est accueillie, on va l'écouter, il va y avoir du ressenti, il va y avoir des explications. On va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ensuite, très vite, on va prendre rendez-vous au-delà des procédures administratives d'inscription et on va faire un suivi. La famille va me reproposer, ou à mon adjoint, ou à mon équipe, un rendez-vous, et elle va du coup prendre la main sur le rendez-vous. On va se rendre disponible, et on va partir du principe qu'une rencontre va se faire au minimum tous les 15 jours, au grand maximum tous les mois. Ça peut durer 1, voire 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on a une quarantaine de familles qui sont accompagnées régulièrement à raison d'un rendez-vous tous les mois. 40 familles qui nous préoccupent, qui nous interpellent, et pour lesquels nous essayons de maintenir le lien. Ça, c'est très important. Donc, c'est une manière de maintenir le lien. Dans ces entretiens, très vite, une confiance s'installe. Elle n'est pas évidente. On sait qu'il y a de la méfiance réciproque, on sait qu'il y a de la défiance par moment. Mais cette confiance, elle ne se décrète pas, elle s'installe dans la durée et dans le dialogue. Il y a des principes qu'il faut respecter. Alors, je vais les citer rapidement. Donc, d'abord, connaître le prescrit, ce que moi j'appelle les axes interdépendants du travail avec, et là je reprends les travaux de Catherine Urtic de Lacre, qui est une méthode de travail éprouvée sur le terrain, par des chercheurs, par des gens qui ont analysé un peu les choses, et c'est vrai que ça marche assez bien. Donc on prend en compte le prescrit, c'est-à-dire qu'en fait, je suis attaché à l'école de la République, j'ai la loi de 2013, je dois, et c'est plus une option, entretenir des relations avec les familles, ça s'impose à tout le monde, tous les personnels de l'éducation nationale doivent désormais, et encore une fois, c'est plus une option, obligatoirement entretenir des liens et donc co-éduquer, comme on dit maintenant dans le jargon courant. Et donc, ça suppose qu'on prépare ce travail-là et qu'on se prépare à rencontrer cette famille, dans des bons moments comme dans des mauvais moments. Et ça, c'est important. Un peu comme si, dans le milieu de la santé, j'avais à transcrire un diagnostic négatif à un patient. Vous voyez, l'école, elle est aussi confrontée à ça. Alors, comment on va le dire, comment on va mettre les formes, comment on va associer l'enfant. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y a un rendez-vous sans la présence de l'enfant et un rendez-vous avec la présence de l'enfant. Et là, je reprends tous les travaux qu'a évoqué David, la clinique de concertation, le travail thérapeutique de réseau, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et il y a incontestablement une clé dans la présence de l'enfant pendant l'entretien, au point que ça devient systématique. Je vais même la susciter.
C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'entretien avec une famille sans la présence de l'enfant. Il doit participer. Alors, bien sûr, dans des cas particuliers, avec l'accord des parents, et souvent à la demande des parents, l'enfant va quitter momentanément la pièce, soit le bureau, soit l'endroit où on se rencontre. J'essaye d'éviter mon bureau parce que c'est un peu frontal, et c'est souvent un espace avec une table ronde, ou pas de table du tout, hein, pour faciliter l'échange et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, hein, dans la rencontre. Alors, pourquoi l'enfant il est important qu'ils assistent? Parce qu'on oublie que l'école, c'est fait pour accueillir les enfants et donc les faire progresser. Et on s'est aperçu que progressivement, je m'en suis aperçu, moi je l'ai lu, vous voyez, je l'ai lu, on me l'a dit, mais bon, je n'avais pas été convaincu par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte que ça a des vraies vertus. Quand l'enfant assiste au dialogue parent-école, quel que soit le professionnel d'ailleurs, ben, pour des raisons qui mettraient du temps à expliquer aujourd'hui, ça favorise l'apprentissage. En fait, si on veut conquérir une adhésion dans l'apprentissage du jeune, il faut cultiver la relation avec ses parents. Et ça, c'est vraiment un élément très important, hein, notamment pour les parents dits éloignés de l'école, pour les enfants qui sont plutôt en délicatesse avec la chose scolaire, ou pour les parents qui se sentent un peu éloignés, plutôt en difficulté, qui demandent de l'aide et qui ont besoin de trouver leur place au sein d'une école qui souvent ne les regarde pas ou ne les entend pas, hein, voilà. Donc, c'est important, la loi de 2013, coéducation, d'ailleurs c'est la compétence 14 hein, dans la formation des personnels enseignants. Hein, désormais, un enseignant peut être évalué hein, sur sa capacité ou sur les projets qu'il peut mener dans cette dimension professionnelle de la relation avec des parents. Avant, c'était quelque chose qu'on évoquait, il y avait un échange d'informations. Maintenant, c'est plus qu'un échange d'informations, ça devient obligatoire. On prend conscience, les textes ont évolué, que de cette coéducation, de cette liaison, va naître des effets plus ou moins importants dans la démarche éducative et notamment dans l'implication de l'enfant au sein de l'école. Partager les références, ça c'est le deuxième axe, partager les références. Alors, bon, je vais être rapide hein, pour donner quelques exemples. C'est chercher des références réciproques, pas forcément des références communes. Hein. Des parents souvent viennent valider l'école dans ce qu'elle prescrit. C'est bien que l'école accepte aussi les références de la famille. Par exemple, des références éducatives, des références sportives, culturelles. Quand, par exemple, il y a plusieurs langues parlées au sein de la famille, c'est important que l'école se saisisse de cette chance et d'en faire un levier pour questionner les valeurs et donc la culture que la famille apporte aussi à travers l'enfant à l'école. Ça, c'est important. Le troisième axe, c'est lire le réel, c'est-à-dire que partir du contexte tel qu'il est, hein, ne pas plaquer de modèle si possible, et prendre le temps. Je disais l'autre fois en discutant avec David, je me suis rendu compte qu'en fait, on était peut-être malgré nous dans une logique, 1 heure de temps de travail, c'est 1 heure de rencontre avec les parents. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est calibré sur un temps qui fonctionne en fait sur l'emploi du temps, hein, les sonneries sonnent, retentissent, pardon, et on a 1 heure de temps. Voilà. Ça, c'est tout le monde est régi sur ce laps de temps-là. 1 heure de temps, c'est 1 heure sur laquelle on va avoir 1 heure de français, de maths. Eh ben, je pense qu'il faut aller vers multiplier ces temps à l'identique pour les parents. C'est-à-dire, si j'ai 1 heure de français et que cette heure de français va être profitable pour l'enfant, alors il faut que, dans une logique globale, on ait à peu près prévu le même temps pour recevoir ce parent ou ses parents. Hein. Ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas une demi-heure, c'est pas on est pressé, ce n'est pas des raccourcis, c'est on va prendre le temps. Donc, ça veut dire que les professionnels, de façon chronophage, hein, vont accepter ce temps. Comme structurellement, notre système n'est pas prévu pour générer ce temps, vous avez compris qu'il va falloir l'intégrer au niveau de l'établissement. Alors, je donne quelques exemples pour imaginer mon propos. J'ai évoqué tout à l'heure l'accueil d'une famille d'un élève exclu. Il y a ce temps qu'on va consacrer, qui va être très important, qui va être un temps de suivi. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça réduisait les échecs possibles de récidive de l'enfant. Deuxième élément, les commissions éducatives. Les commissions éducatives se passent désormais dans une logique de médiation-concertation. On a enlevé les tables, fini le pseudo-conseil de discipline avant l'heure. C'est un espace de dialogue, c'est un groupe de parole qui prend place à la place, entre guillemets, de la commission biscolaire qui est encore en fonctionnement dans beaucoup d'établissements. Dans cette heure-là, il y a 3 étapes. Première étape, on rencontre la famille, on présente l'idée de faire une commission éducative parce que il y a des difficultés de comportement, de travail, d'attitude qui nécessitent une rencontre. On va donc instaurer ce temps et on va le préparer avec la famille. 1 heure pour le préparer. Hein. La famille pourra inviter les personnes qu'elle le souhaite.
Alors, ça arrive que, de temps en temps, on a l'éducateur, le psy, c'est arrivé aussi, qui est invité par les membres, par les parents. C'est souvent l'occasion de traiter les conflits qui impactent considérablement la structuration des enfants. Je me rends compte, par exemple, que la problématique des divorces, des séparations, vient de façon percutante percuter ce temps de préparation. Le parent lambda évoque les troubles, les difficultés ou les tensions qui existent au sein du couple, et on essaye de tracer toujours la trajectoire de l'enfant. Donc l'enfant participe à l'entretien et on retrace la trajectoire. Il y a souvent de l'émotion, il y a souvent aussi le parent a le temps de se remettre en question sur ce qui se passe. Voilà, ça c'est important. Ensuite, il y a le temps institutionnel. La commission éducative, c'est 1 heure en moyenne. Donc ça, c'est le temps classique, hein, qui est communément établi dans les établissements scolaires. Par contre, on va le faire sous la forme de la clinique de concertation, c'est-à-dire que ça va être un espace. On a enlevé les tables. Au début, on m'a regardé avec des yeux, on m'a dit oui, mais pourquoi vous enlevez les tables, etc. On va avoir une proximité, etc. Bon, on a pris beaucoup de risques, hein, j'ai pris beaucoup de risques. Et finalement, c'est rentré un peu comme une habitude de travail, et ce qui permet aussi de proposer, vous voyez, le double effet qui se coule, hein, un espace de formation pour les enseignants. Parce que plus on multiplie ces espaces, plus les enseignants y cohabitent, ils viennent, alors ils sont là avec leur logique scolaire, hein, qui est tout à fait estimable, ils viennent présenter les difficultés, le cadre pédagogique, et très vite, il y a une bienveillance qui s'installe. C'est ça qui est surprenant. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la forme de la réunion, si c'est l'intervention du chef d'établissement ou de son adjoint, si c'est les propos liminaires. En tout cas, on va installer vraiment un cadre et on va faire en sorte que les informations qui vont circuler, les mots employés vont avoir une importance déterminante. On va indiquer qu'il y a eu un avant, qu'il y a eu un travail qui a été mené, souvent contradictoire, et on va essayer de poursuivre ce contradictoire sous une forme acceptable pour tout le monde. Voilà. Et dans la deuxième partie, donc ça se passe en une demi-heure, dans la deuxième partie, là, il y a un travail sur les solutions, les propositions. Et là, souvent, c'est là que le champ des possibles s'ouvre. Alors, très souvent, ça se traduit par une fiche de suivi, une disposition extérieure à l'établissement qui vient d'être, qui est validée. Enfin, tous les outils qui sont présents dans l'établissement, qu'on connaît, qui sont utilisés dans les établissements scolaires, etc. Voilà. Un protocole d'aide, etc., etc. Et le troisième temps, celui-ci s'est rajouté au fil du temps. Très souvent, j'avais comme retour, parce que la question c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Très souvent, j'avais, écoutez, oui, ça s'est bien passé, voilà, tout le monde était satisfait. Et puis peu de temps après, l'élève, à nouveau dysfonctionnait ou il y avait des difficultés. Et du coup, bon, ça laissait le sentiment que ça n'avait pas bien marché, que l'entretien n'avait pas abouti à quelque chose de profitable. Alors en fait, c'est dans la durée que les choses s'installent. Et on a installé ce troisième temps. Ce troisième temps, c'est une rencontre 1 fois par mois avec les parents qui ont fait l'objet d'une commission éducative. Et c'est eux qui suscitent le rendez-vous. C'est eux qui proposent la disponibilité et on se croise. Alors, vous me direz, ça fait un nombre incalculable de rencontres, puisque en moyenne, c'est entre 30, 40, 50 par an, puisque on n'a pas de chiffre, il n'y a pas de quota, mais en moyenne, c'est entre 20 et 25 commissions éducatives par an, sur une moyenne d'un fonctionnement normal d'un établissement comme le mien. Voilà. Autre exemple, les conseils de discipline, ça c'est très important. Ça, c'est des moments très délicats, bien évidemment. C'est peut-être la partie la plus ingrate de mon travail, surtout qu'on ne sait pas l'issue. On a multiplié par 4 le nombre de décisions de non-exclusion. En 8 ans, par 4. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que ça réduisait le schéma d'exclusion qui était presque structurellement inscrit dans l'établissement. Comme si c'était une évidence. Et c'est comme ça que moi, en parallèle, toujours en parallèle, de façon un peu désordonnée, j'ai pu à chaque fois lire les rapports, regarder ce que la recherche produisait et je peux d'ailleurs, à travers les échanges qu'on va avoir dans un instant, vous dire plein de choses là-dessus. 96% des décisions de l'Académie de Versailles, qui est une académie référence, c'est 10% de la France, Versailles. Vous voyez, moi, je suis dans l'Académie de Versailles, 10% de la France, vous voyez, 10% des parents, 10% des professionnels, 10% des élèves. Vous voyez, alors si je résume en termes de chiffres, c'est quoi? C'est 1 million, un peu moins de personnel enseignant, d'éducation, de direction, etc. C'est 10% de 17 millions, enfin 1 million, c'est le chiffre national, pardon. Donc c'est 10% de ça. C'est 10% de 17 millions de parents, vous voyez, et c'est 10% de 14 millions d'élèves, dont 3,5 millions en collège. Voilà. Je mets en filigrane le fait que 20% sont dans le privé et 20% sont en zone d'éducation prioritaire. Et ça, c'est pour rappeler à ceux qui oublient que l'école n'est loin d'être unique, contrairement à ce que certains pensent. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc on l'a vu de façon percutante. Le discours. Alors encore une fois, c'est un peu compliqué à résumer ça en quelques mots, mais c'est plus quelque chose qui s'est passé
C'est pour ça que je parle de reconfiguration, que quelque chose qu'on a organisé comme un projet vraiment ficelé avec des étapes. Ces étapes, on les a rajoutées après, on les a intellectualisées, on les a rationalisées. Mais au début, c'était une volonté manifeste que j'avais imposée de travailler à l'équilibre social de mon établissement parce que j'arrivais dans un établissement où il n'y avait pas d'équilibre social. Voilà. Où il y avait d'un côté les enfants issus des classes défavorisées qui côtoyaient des parents et des enfants donc issus des classes favorisées, et il y avait une espèce de guéguerre où on m'expliquait qu'en gros, les uns polluaient l'univers des autres, et que ça, c'était pas possible et qu'il fallait faire des choix. Quand j'arrive, 4 ans après l'ouverture, je vois bien de suite qu'il va falloir travailler avec toutes les familles. Et c'est comme ça qu'on a installé peu à peu ces pratiques qui se sont imposées, puis ensuite qui se sont installées progressivement au sein de l'établissement. Alors, peut-être, parce que je sens que le temps tourne, donc je disais, faire de la relation avec les parents, les familles, etc., un levier pour travailler le climat scolaire et travailler sur toutes les logiques d'inclusion scolaire, que ce soit le handicap, que ce soit les difficultés scolaires, que ce soit les ruptures, que ce soit les souffrances, etc. Vous voyez, chaque occasion est une occasion pour se rencontrer. Dans les méthodologies de travail, je disais, en reprenant les travaux de Catherine Urtic-Delacre, alors, accompagner, connaître le prescrit, donc je rappelais la loi de 2013, partager les références, lire le réel, oser les outils. Hein. Alors moi, j'ai osé les outils de la concertation, on a adapté à l'époque avec École et Famille, puis après, j'ai un peu mis ça à ma sauce, hein, j'ai adapté quelques outils où on est passé on n'a pas fait vraiment de la clinique de concertation, on a fait de la médiation-concertation, vous voyez, mais on a fait ça dans une forme simple. Donc les outils, il y en a plein. Et puis, accompagner et construire dans la durée. Ça, c'est une clé majeure. Hein. Vous voyez, si on veut travailler sur ce levier, pour moi essentiel, à travailler sur tous les aspects systémiques de l'établissement, il faut s'inscrire dans la durée. Donc là, vous voyez, on ne peut pas poser ses bagages et se dire dans 2 ans, on arrête. Ça, il faut s'inscrire dans la durée. Et vous voyez, là, je suis dans une transition où j'essaie de voir comment ce travail peut continuer avec un possible départ, hein, puisque moi, je commence à préparer ma sortie. Et auquel cas, comment ça peut se passer. Donc, que ce soit au niveau de l'adjoint, des CPE, des professeurs, quelle ossature on va laisser pour que ce travail perdure, continue, et que de proche en proche, on puisse faire perdurer ces pratiques. Bien évidemment, elles s'adapteront en fonction des personnalités, en fonction des sensibilités, mais je sens que dans ce collège, il y aura un avant et un après. Non pas que les gens sont indispensables, mais que les méthodes et que les approches ont incontestablement apporté des changements qui ont été comme des éléments de preuve, hein, qui ont permis de démontrer que oui, rencontrer régulièrement les familles, travailler la relation école-famille, ça permet de travailler aussi la question de l'apprentissage, la question du respect des règles, la question du respect de l'autorité, etc., etc. Vous voyez, et c'est pas quelque chose qui s'empile comme un puzzle. Vous voyez, c'est quelque chose qui se construit tous les jours, quotidiennement. Alors bien sûr, moi j'impulse un peu les choses. Hein. Je suis un peu le chef de guerre le commandant en chef qui impulse un peu tout ça, et puis du coup, j'entraîne un peu tout ce monde derrière moi. Et en même temps, je vois des choses intéressantes, des professeurs qui s'inscrivent dans des formations, une multiplication des rendez-vous. En 8 ans, je disais qu'on a divisé par 4 le nombre d'exclusions, et en 8 ans, on a multiplié par 2 le nombre de rendez-vous avec les parents. Vous voyez, moi, j'ai découvert ce collège avec une jeune équipe. Hein, ce sont des jeunes enseignants plutôt ambitieux, qui ont envie d'avancer, qui sont convaincus par plein de choses. Et puis donc de les amener à conquérir d'autres espaces, ça c'était vraiment pour moi la chose la plus profitable, la plus grande fierté que je peux avoir dans ce travail, parce que c'était pas évident au départ. Et de laisser des traces qui vont permettre à ces jeunes professeurs, qui sont déjà plus jeunes maintenant, de pouvoir continuer ce travail, de ne pas avoir peur de rencontrer un parent, de pouvoir affronter, échanger, etc. Voilà. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Voilà, ça a été un élément déterminant. Quand cette crise nous a percutés, comme dans tous les établissements scolaires, on a été moins en difficulté parce qu'on avait cette ossature qui nous a permis d'affronter tous les obstacles. Moi-même, j'écrivais un journal de bord, je m'adressais aux parents tous les jours et par-delà, je permettais aux parents d'avoir l'actualité du collège. Voilà. Donc, il y a les outils. Et puis, dans les renversements de posture, je terminerai mon propos là-dessus. Alors, je vais les citer parce que ça m'évitera de trop jargonner. Il y a pour moi, et je pourrais vous transmettre ces éléments si vous le souhaitez, il y a pour moi 2 à 3 renversements de posture qui sont nécessaires. C'est qu'on ne peut pas faire ce travail de relation avec les familles si, professionnellement, on n'intègre pas des changements de posture. Alors, pour moi, le premier renversement, c'est l'idée de se responsabiliser dans la relation en tant que professionnel, au lieu d'être dans une attente implicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
je vais me présenter aux parents, hein, voilà, moi je suis chef d'établissement, je peux être professeur, etc. Mais je vais par principe considérer qu'il n'y a pas de questions descendantes, hein, que même si des décisions ont été prises ou peuvent être prises, elles vont évoluer en fonction de ce que va décider le parent. Je prends un exemple. Il m'arrive fréquemment d'accepter la décision sur une sanction ou une punition venant de la famille. Je ne vais pas rajouter une couche. Par exemple, un élève a fait une bêtise dans l'établissement. Dans le cadre de l'échange, la famille me dit voilà, voilà, je prends acte, il y a un échange, l'élève fait son mea culpa, on rentre dans les détails de la responsabilité collective, on acte le fait qu'il y a des choses qui sont dites et des choses qui sont non dites, on prend en compte les conflits de loyauté, etc. Et on sort vers quelque chose de positif. Et dans ce cadre-là, la punition peut être portée par la famille. Voilà. Alors moi, j'ai pris cette idée tout bêtement, parce qu'un jour, en lisant un article, je me suis rendu compte que les sanctions dans certains systèmes éducatifs ne sont pas portées par les établissements scolaires, elles sont portées par les familles. Je prends par exemple l'exemple du Japon. Au Japon, il me semble, sauf erreur, les sanctions sont portées par les familles. Alors, ça peut avoir des connotations plus ou moins terribles, hein, bien évidemment, hein, je ne suis pas naïf. Hein. Mais bon, vous voyez, cette idée-là, hop, j'ai dit, mais ça, est-ce que c'est possible? Et ce n'est pas régulier, hein, c'est de temps en temps, mais très régulièrement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'affirmer le règlement intérieur, d'installer des pratiques de sanctions ou de punitions. Si c'était porté par la famille, alors dans ce cas-là, on actait les choses et on indiquait dans le document, Madame, Monsieur a indiqué une punition, on accepte que la punition va être réalisée par la famille. Voilà, voilà un exemple concret. Donc, alors, je donne des exemples. Hein. Vivre une démarche volontariste, donc il faut être dans une volonté constante et pensée, ça c'est important. C'est-à-dire que quand on va rencontrer le parent, alors ce n'est pas une stratégie, mais on a quand même pensé une issue. Et il faut toujours que cette issue soit équitable. Vous voyez, c'est pas je dois accepter que la famille soit d'accord avec moi. Je vais accepter que des fois les désaccords vont persister. Et c'est pas grave, je vais les accepter. Hein. Je ne vais pas être dans un acquiescement systématique. Ça, c'est important aussi. Hein. Et donc on va le dire, on va le déclamer. On va dire voilà, écoutez, bon, on n'est pas d'accord, mais de cet échange, on peut continuer à discuter. Donc ça, c'est très important. Le bouche à oreille a fonctionné aussi, puisque beaucoup d'entretiens ont cohabité entre des parents entre eux. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que des fois, les parents venaient me voir et me disaient mais je sais que vous acceptez le dialogue et que vous acceptez qu'il y a des contradictions. Je dis oui, si vous l'acceptez, alors je l'accepte aussi. Et des fois, il y a quelque chose d'un implicite qui devient explicite. Et ça, c'est important aussi. Donc, ça relève d'un projet de coéducation, encore une fois. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Donc, anticiper, réfléchir aux objectifs et aux modalités d'action, ça c'est très important. Évaluer les actions, donc ça, on va le faire avec le parent, et donc c'est ces rendez-vous réguliers que les parents vont susciter. Et interroger la lisibilité et l'efficacité des dispositifs. Si un dispositif a été proposé qui ne marche pas, plutôt que de dire c'est votre faute, etc., ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, on va partager la responsabilité et on va le dire. Et voilà, nous n'avons pas réussi, nous partageons l'échec. Moi, souvent, ce sont des phrases comme ça que j'additionne et qui, du coup, ont du sens. Je n'ai pas de difficulté à dire que quand je suis dans une difficulté dans un conseil de discipline, je vais dire, voilà, je suis en difficulté, j'ai besoin de vous pour trouver des issues à mon travail, ou je ne sais pas si l'issue va être défavorable pour votre enfant, mais en tout cas, je suis convaincu que nous allons tout faire pour qu'ensemble, nous puissions trouver une issue positive. Des fois, cette issue a été acceptée par la famille comme quelque chose, une page qui se tourne. Et donc, je sais qu'après, les choses ont évolué positivement. Dans le deuxième renversement qu'il faut opérer, de mon point de vue, il faut accepter l'asymétrie de la relation. Je vais même rajouter une relation asymétrique à parité d'estime. Ça, c'est très important. Et là, je prends du coup des éléments de la contextuelle, hein, de ce courant de la thérapie familiale, hein, que connaît bien David Payan, parce que c'est très important. Ça, j'avais sous-estimé cet élément-là au début, et je me suis rendu compte au fil du temps, d'échec en échec, encore une fois, hein, que c'était très important. Donc, il y a une asymétrie. Hein. Chez l'établissement qui rencontre une famille, ce n'est pas asymétrique comme relation. Hein. Et donc, forcément, le parent vient avec ses petits souliers, des fois avec beaucoup de méfiance, beaucoup de propos vindicatifs, des fois avec presque de façon désolée, de façon justificative. Vous voyez ? Et c'est cette capacité qu'on va introduire qui va mettre du lien. Alors, c'est de la bienveillance. Hein, voilà, il faut dire un chat un chat. Hein. On va installer une vraie pratique de bienveillance. Pas pour être gentil, mais pour mettre le parent dans cette parité d'estime asymétrique. Ça, c'est important. Ou cette asymétrie dans la parité d'estime. Alors, pour vous donner quelques exemples, s'entraîner, par exemple, à ne pas être dans... Ça, c'est compliqué pour moi, hein, je vous le dis. Hein, c'est s'entraîner à ne pas être dans le jugement, hein, d'être dans le non-jugement inconditionnel. Ça, c'est très important.
Puis des fois, il m'arrive de me tromper, de dire excusez-moi, mes mots ont dépassé ma pensée, je me suis trompé, je n'aurais pas dû dire ça, je prends acte le fait que accepter mes excuses. Ça m'arrive aussi. Donc ça, c'est très important. Au début, je pense que c'était anodin, que c'était des formules comme ça un peu magiques. En fait, ça a du sens pour les familles, hein, que de s'excuser quand on a fait une erreur. Ça, c'est très, très important. Donc, avec un postulat que le parent est compétent. Alors ça c'est compliqué à accepter, hein. Le parent est compétent, donc c'est un postulat que j'accepte. Si je ne l'accepte pas, je suis dans une asymétrie qui va être défavorable ou au désavantage du parent. Si je l'accepte, alors par exemple, comme pour l'exemple de la punition, ben, la famille va avoir vraiment un rôle à jouer, hein. Considérer les tensions comme normales. Je vais donc accepter des conflits que je qualifierais de praticables. La limite pour moi, ça a été la question de la santé mentale. Voilà, je pense que en 8 ans, j'ai dû percuter des familles ou des parents plutôt, où là, à mon avis, hein, mais je ne suis pas médecin, je pense que là, j'ai été dans une limite, hein, liée peut-être à des questions de santé mentale. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. On est un service public, on accueille toutes les familles, on accueille aussi tous les problèmes de la société, donc des parents qui peuvent aussi être sujets à ces questions-là. Je pense que c'est, à mon avis, la seule limite, hein, dans ce travail-là. Pour moi, le reste est illimité. Mais cette limite-là, il faut quand même la prendre en compte. Parce que là, il faut se protéger, il faut aussi protéger son équipe, et il faut aussi savoir sortir positivement d'une relation qui ne va pas dans une construction, mais qui va dans une destruction, de part et d'autre. Mais ne pas oublier l'enfant qui est au milieu de cette situation. Faire le deuil, je l'ai dit tout à l'heure, de l'acquiescement systématique, ça c'est très important. Accepter qu'il y a des désaccords, et que ces désaccords peuvent conduire à d'autres désaccords, voire à des accords. Et que s'il y a 3 désaccords à l'intérieur d'un dialogue et qu'un accord subsiste à l'arrivée, c'est un accord. Il faut le quantifier, il faut le valoriser comme tel, hein. Et c'est sur ça qu'on va construire la relation de confiance, si tant est qu'elle n'est pas installée au préalable. Et puis, renoncer un peu au mythe de la juste distance. Vous voyez? Alors ça, pour moi, c'est un mythe, hein. Il y aurait une distance à opérer, il y aurait des sentiments à ne pas évoquer parce qu'il y aurait des tabous là-dessus qui feraient que le professionnel doit absolument se contraindre, se restreindre, voire se protéger parce que toute émotion va trahir sa professionnalité. Ça, c'est un mythe. Par exemple, je dis aux professeurs, il faut qu'on lève le tabou de cette idée qu'il ne faut pas nouer des relations affectives avec les élèves. Ça, c'est absolument absurde, hein. Au contraire, hein, là, je cite Cyrulnik, hein, Boris Cyrulnik, les professeurs et tous les pédagogues, hein, tous les éducateurs le savent, il faut accepter cette idée que nous avons un rôle important à jouer dans les relations affectives avec les enfants. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour se construire psychiquement, mentalement. Et donc, ils ont besoin d'avoir des relations affectives. Alors, affectives au sens éducatif, bien sûr, hein, pas au sens parental ou autre, hein. Et puis, le troisième renversement, je ne sais pas si David, je suis dans les temps. Presque. Un peu, j'ai dépassé. Il va falloir que tu alors, je vais conclure. Dans pas très longtemps, mais c'est tellement intéressant que je. Alors, le troisième renversement, c'est qu'il faut envisager, alors je l'ai écrit comme tel, qu'il faut envisager la coéducation comme un véritable enjeu d'apprentissage. Ça, c'est vraiment j'insiste là-dessus, hein, c'est peut-être l'idée clé de mon propos aujourd'hui. Comme ce n'est pas pensé comme un enjeu d'apprentissage, il faut le penser comme tel. C'est un enjeu d'apprentissage parce qu'il ne peut pas en être autrement. Enfin, j'essaie de dire des choses de façon évidente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite? Une amélioration sensible de notre système éducatif. Donc, une amélioration de la question de la pédagogie. Donc, une amélioration des questions éducatives. Avec des partenaires, des collaborateurs qui ne se fréquentent pas régulièrement. Des gens qui travaillent à des strates différentes. Vous en êtes des éminents représentants aujourd'hui. Comment on peut faire si le point de convergence de tout ça, c'est la famille? Et si on considère que la famille, comme le disait Balzac, c'est la clé de toute base de société, alors, je ne vois pas comment on peut faire les choses, on doit re-questionner nos pratiques, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, parce que le monde évolue, parce que la société évolue, parce que les lois évoluent aussi, hein. J'ai rappelé le texte prédictif de 2013. Et bien donc, il faut repenser notre professionnalité autour et avec les familles. Voilà, autour et avec les familles. Pas sur, pas contre, autour et avec. En acceptant les échecs, et en acceptant bien évidemment et bien sûr en étant confiant des succès et des progrès qu'on peut réaliser autour et avec elles. Donc, parce que la confiance mutuelle est une source de sécurité psychique pour l'enfant, qui le rend disponible aux apprentissages, parce qu'il ne peut pas en être autrement, parce que l'élève de milieu populaire, par exemple, doit être convaincu que sa culture familiale a de la valeur pour surpasser le conflit de loyauté. Ça, c'est indispensable. Et on pourrait parler des enfants qui sont dans ce double isolement. Un enfant qui réussit à l'école, mais qui est dans une famille qui n'a pas fait d'études ou qui considère l'école comme un problème, bonjour pour retrouver sa place, hein. Et ça, c'est pas évident. Et ça, ces enfants-là, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs au passage.
Et enfin, parce que la conscience des passerelles entre culture familiale et culture scolaire sont très proches et renforcent la capacité à faire des liens et à institutionnaliser les savoirs. Voilà. Je m'arrêterai là. Je suis désolé, David, j'ai débordé un petit peu. Merci beaucoup, Kader. Alors, voilà, donc on va. Bon, j'aurais pu t'écouter, en tout cas personnellement, des heures et des heures encore sur ces idées passionnantes qui viennent quand même un peu percuter. C'est un mot que tu utilises beaucoup, mais. Ah, il y a un son, il y a un son quelque part, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Merci. Qui vient percuter la réalité à laquelle nous sommes confrontés en protection de l'enfance, hein, mais voilà, en tout cas, moi je le sais parce que je te connais, mais que tu diriges un établissement qui ne ressemble pas aux autres, même si c'est les établissements et les professionnels, les équipes avec lesquelles on aimerait beaucoup travailler au quotidien. Voilà, en tout cas, je te remercie de ta présentation. Bien sûr, je vais donner la parole aux personnes qui sont avec nous. Les gens qui veulent parler, je vais leur demander de rallumer leur micro, puisque nous l'avons coupé pendant la présentation. Donc, vous allez devoir rallumer vos micros en bas à gauche. Hein, vous cliquez. Et puis, je vous dire aussi, parce que je l'avais déjà dit, que cette séance est filmée, hein, en tout cas est enregistrée, et que donc si vous ne voulez pas apparaître, je vous demande d'éteindre votre caméra. Alors, je vais donner la parole à Philippe Rigoulot, le directeur de la Maison des adolescents du Gard. Oui, bonjour, bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant et j'étais heureux de vous entendre parler sur la fin aussi du conflit de loyauté qui met souvent en difficulté la relation qu'on essaie de construire entre les parents et l'école. Juste une question à vous soumettre. Dans cette relation duel entre les familles et l'école, je me pose la question de la pertinence d'essayer d'introduire un troisième acteur qui est le champ de l'activité professionnelle des parents. Très simplement, je m'interroge autour de l'idée de mettre en place un discours auprès des employeurs de ces parents pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent libérer sur une périodicité à construire ensemble les parents de leurs obligations de professionnels et pour que quelque part l'employeur soit aussi dans une forme de validation du temps parental qui est consacré au soutien scolaire de leurs enfants et ce faisant, il le reconnaît comme un temps de travail en fait, en tout cas ça serait pris sur le temps de travail salarié du parent concerné. Alors, je vais essayer à chaque fois d'être bref pour respecter le cadre que me propose David, sinon je sens qu'il va me gronder, parce que pour faciliter les échanges. Alors, donc désolé si à chaque fois je suis très bref pour justement faciliter les échanges. Pour moi, c'est une question centrale que vous évoquez là, monsieur, vous avez raison, pour deux raisons. La première, d'abord, ça percute, il me semble, sauf erreur de ma part, ce travail qui a été initié sur les 1000 premiers jours de l'enfant, et notamment sur la nécessité importante de générer du temps justement pour que ces parents qui sont souvent connectés à des interfaces de travail professionnelles puissent prendre le temps. C'est vrai que, c'est une façon indirecte de vous répondre, c'est vrai que dans mon établissement, si on n'intègre pas la notion de temps, je parlais tout à l'heure du temps que ça demande, du temps qu'on consacre, etc., et qui à l'arrivée peut être un temps perdu, mais qui en fait est un temps gagné, ça j'en suis convaincu. Mais en fait que ce temps s'est adapté au temps des parents, c'est-à-dire que la majorité des entretiens que je propose et qui sont initiés, bien évidemment, se passe souvent dans un temps qui est adapté aux parents. Et c'est souvent très tôt le matin ou très tard le soir. Voilà. Bon, moi, j'ai la chance de piloter un internat, ce qui m'arrange un peu, puisque moi, du coup, ma journée, c'est 8h, 20h tous les jours. Donc, c'est vrai que entre 18h et 20h, c'est un temps que j'ai intégré qui me permet d'être disponible pour des parents qui, bien évidemment, sont au travail, qui ne peuvent pas se libérer. Voilà. Donc, oui, c'est une question importante. Et à mon avis, elle va être incontournable si on est optimiste. Hein, mais vous savez que les optimistes, ce sont des pessimistes qui ont obtenu des informations. Donc, j'essaie d'être, non pas d'être pessimiste, mais j'essaie d'être un optimiste qui essaie d'être raisonnable. Et donc, je pense que raisonnablement, si, comme je ne suis pas politique ni décideur, vous voyez, moi, je ne peux que participer au débat hein, et apporter ma pierre à l'édifice. Si on suit votre question, et qui est essentielle, et qu'on veut s'adresser à tous les parents, alors il va falloir s'adresser à tous les parents, c'est-à-dire ces parents qui ne peuvent pas se libérer à 16h l'après-midi pour aller à la réunion parents-prof, ces parents qui ne peuvent pas adapter leur temps de travail avec des emplois du temps adaptés. Hein, un parent cadre, ce n'est pas un parent ouvrier. Voyez, et donc, quand je disais tout à l'heure, lire le réel, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne lit pas ça, si on n'apprend pas dans la confrontation à
Et c'est des parents qui ne vont pas s'excuser, hein, qui ne vont pas leur demander la permission, vous voyez, et qui vont des fois prétexter qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne peuvent pas être disponibles, etc. Et donc, effectivement, ce temps-là, il va falloir l'institutionnaliser. Alors, je n'ai pas d'idée préconçue, mais je sens bien que c'est quelque chose qui va être, alors je viens d'utiliser encore une fois le terme, hein, de façon percutante, hein, qui va devoir être investi. Pour le dire autrement, si on veut que la relation école-famille, enfin, les relations école-famille soient un levier puissant pour faire évoluer notre école, la faire progresser, etc., alors il va falloir s'interroger à la place qu'on va laisser à tous ces parents au sein de l'école. En d'autres termes, si le parent doit s'absenter plutôt le matin, par exemple, pour aller faire une réunion à l'école, concrètement, comment ça s'institutionnalise? Est-ce que c'est un temps qui récupère? Est-ce que c'est un temps autorisé? Voilà. Naïvement, j'ai l'impression que les parents arrivent quand même à trouver beaucoup de stratégies pour pouvoir générer ce temps. J'ai très peu eu d'échecs là-dessus. Alors, encore une fois, c'est une expérience personnelle. J'ai beaucoup vu des parents se plier en quatre pour trouver le temps. C'est ça, c'est l'idée qu'ils se plient en quatre et que l'effort est de leur côté. Je trouve que ça serait intéressant que les enfants perçoivent aussi qu'il y a un effort qui est fait du côté du monde du travail, qui est celui qui les attend quand même aussi, oui, tout à fait. pour soutenir ses parents du côté de leur fonction parentale. Deux exemples là-dessus. Nous, on a un forum des métiers qui est devenu un forum des parents d'élèves, c'est-à-dire qu'en fait, le forum des métiers est construit autour des parents d'élèves. Donc, mais on n'a pas encore touché tous les métiers des parents d'élèves. Hein. Et la deuxième idée, donc ça, c'est une idée qui courut dans plein d'établissements. Et la deuxième idée, c'est que quand on a pensé la relation avec les familles, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'inéquitable, d'inégalitaire, pour ne pas dire autre chose, quand les réunions parents-professeurs se réalisaient. Et très vite, mais de façon spontanée, hein, on a réfléchi à comment on pouvait procéder autrement, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus facile de proposer des rendez-vous personnalisés plutôt que des réunions où il y a des queues devant les classes et où on sait très bien comment ça se passe. Hein. Un parent bien informé va tenir plusieurs minutes le professeur, et puis un parent plus en délicatesse avec l'école, plus en difficulté, qui n'a pas les codes, lui, ce parent-là, il va se retrouver avec 5 minutes, 10 minutes, ou peut-être qu'il va se retrouver moins accepté. Donc, on avait quand même beaucoup de ressentis, et comme on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de retours négatifs, on s'est dit, il faut circonscrire. Ah oui, c'est un vrai effort, hein, un rendez-vous par parent et par famille. C'est-à-dire, en fait, monsieur ou monsieur et madame ont un rendez-vous de 10 minutes garantie, et tout l'établissement est organisé autour de ces 10 minutes garanties pour chaque enfant. Ce qui fait que sur 200 rendez-vous, on cadre toutes les réunions avec les parents. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un avant et un après. Donc, voilà les deux propositions que moi, je peux faire, équitables, c'est-à-dire de sortir de la logique réunion parent-prof à des rendez-vous personnalisés, communément établis entre la famille et l'école. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Je l'ai expérimenté. Et c'est à peu près 200 rendez-vous que nous organisons tous les 3 mois, puisqu'il y a à peu près 3 réunions dans l'année, parents-école. Ok, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Nathalie Arnoux, la directrice de l'enfance et petite enfance au conseil départemental du Gard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. Je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit sur la question des parcours, des prises de décision parfois contradictoires pour les enfants. Le temps des parents vient d'en parler. La nécessité de la parité d'estime. Vous avez bousculé les lignes et c'est un peu ce qu'on essaye de tous faire, même si parfois c'est compliqué. Moi, ce que je regrette parfois, c'est que l'éducation nationale à institution a des fois des procédures, des façons de faire qui ne sont pas tout le temps ouvertes sur l'extérieur, notamment par rapport aux parents ou aux professionnels qui interviennent auprès des enfants. Ça, c'est un regret, mais on a tout à gagner à progresser ensemble. Et puis, une question, puisqu'on est dans le cadre de la protection de l'enfance, comment vous associez à ces rencontres ou pas ce que je vais appeler, alors sans doute le terme n'est pas bon, les substituts parentaux, assistants familiales, éducateurs de maisons d'enfants, etc. Comment vous arrivez à les associer de façon du coup à ne pas être aussi dans le contradictoire à un moment sur après la parole qui va être donnée à un enfant? Alors bon, d'abord, ce n'est pas quelque chose de courant, mais oui, il se trouve que votre question vient à point nommé, madame, parce que j'ai en tête là actuellement une situation que je gère difficilement, mais j'apprends tous les jours mon travail, vous voyez, avec ces situations. Et donc, j'ai le cas d'un élève, je vais vous le faire en 3 mots rapides, hein, d'un élève qui a été affecté en septembre dans mon établissement. Il a un dossier médical, il est dans une logique de placement,
Voilà, le projet d'adoption ne marche pas très bien, hein, pour faire court et simple. Il y a un placement, 2 placements en moins de 8 ans. Vous voyez, un placement qui a eu lieu en école primaire, un placement là qui a eu lieu en début de son collège, à la demande de la maman d'ailleurs, maman isolée qui a fait famille, on va dire. Et pour vous présenter cet exemple à travers votre question, très vite, je me suis rendu compte que, alors, pour moi, c'était une nouvelle expérience, vous voyez, donc c'est la première fois que j'avais ce type de situation. Quand j'ai compris très vite, alors moi, c'était pour moi un défi. Hein. Dès le début, je dis, ah, ça, je prends. Hein, cet élève-là, je le prends, on verra bien, mais j'avais bien compris que beaucoup de gens dans mon collège m'expliquaient qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais aujourd'hui, il est toujours là. Vous voyez, c'est bon signe. Mais on a quitté l'internat. Et on a arrêté l'internat, là. On a arrêté l'internat juste après les vacances d'hiver, parce que, bon, on s'est rendu compte qu'on est arrivé à la limite d'un fonctionnement pour plein de raisons. Mais, pour répondre à votre question, en fait, j'ai fait à peu près le même, j'ai développé à peu près la même approche que celle que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire, très vite, je me suis placé comme celui qui allait confronter les idées de tout le monde et qui allait permettre la rencontre de tout le monde. Donc, j'ai mis comme postulat, oui, je n'ai pas beaucoup insisté, hein, qu'il fallait que, par rapport à cette maman qui, du coup, avait un positionnement très percutant, qui voulait absolument tout, c'est-à-dire qu'elle avait suscité le placement, mais elle voulait être aussi présente. Vous voyez, donc, vous voyez la complexité d'une maman qui ne va pas très bien, d'ailleurs. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit, le parti pris, c'était de me placer du côté du parent, même si c'était la partie la plus compliquée, et en même temps, du côté de l'ASE. Et donc, j'ai ouvert la porte de mon collège. Ce sont des réunions régulières que nous avons avec eux, et je crois qu'eux découvrent aussi une partie de leur travail, voilà, à travers la situation de ce jeune. Et donc, concrètement, on a organisé un pseudo-travail de réseau avec le représentant, qui est mon interlocuteur particulier, hein, le représentant de l'ASE, l'éducateur spécialisé, qui est en poste. Il n'y a pas de lien, puisqu'il y a une fracture, hein, il y a un vraiment conflit ouvert, hein, entre la famille qui a placé l'enfant et l'ASE. Donc, vous voyez ma position, hein, c'est pas simple, et la famille d'accueil. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de cette famille d'accueil, ils ont eu un espace de disponibilité dans l'établissement. Donc voilà, alors là, on est vraiment dans quelque chose que je n'ai pas encore théorisé, madame, mais pour lequel je suis actuellement en plein dedans. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je garde l'idée du travail en réseau. Et en fait, je reviens sur l'idée initiale. Comme nous ne travaillons pas en réseau, c'est important de susciter un travail en réseau. Vous voyez ? Donc ce réseau, c'est très simple, hein, c'est des rencontres régulières, c'est une confrontation d'idées dans un contexte compliqué, et c'est une circulation d'informations par mail, en particulier, où tout le monde va être dans la boucle. Quand l'un oublie l'autre, moi, par exemple, où l'ASE va dire « Non, mais on a oublié l'AESH qui suit l'enfant. Ah non, il faut informer Paola, hein, en l'occurrence, qu'il faut qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé. » Ce qui est compliqué parce qu'il y a des informations qu'on donne, des informations qu'on ne donne pas, bien évidemment. Et je n'ai pas l'impression que l'ASE, qui est perçu comme le vilain petit canard de la famille donc adoptive, est quelque chose qui va me poser problème. Bien au contraire, j'ai progressé grâce à l'ASE. Et d'ailleurs, eux-mêmes, même si ça n'a pas été quelque chose qui a été évoqué directement, ont évolué aussi parce que je crois qu'ils en ont fait, d'après ce que j'ai compris, un outil, un objet de travail important en intervision au sein de la structure que moi, du coup, je ne vois pas, puisque par définition, je ne suis pas avec eux. Voilà. Pour l'instant, on a suscité difficilement une rencontre au sein du collège pour organiser une gestion d'un conflit praticable avec la maman en question. Elle refuse catégoriquement. On a accepté son choix, mais je garde le lien avec elle. Par contre, elle comprend que je ne peux pas lui donner toutes les informations. Voilà. Mais oui, je ne suis pas sûr que ce soit le seul exemple qui existe, mais par contre, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça d'organiser ces confrontations triptyques, on va dire, ce triptyque entre l'ASE, la famille d'accueil, etc. Voilà. Là, nous devons nous voir prochainement pour travailler sur la question des devoirs, par exemple. Et je sais qu'il y a des difficultés pour la mise au devoir de ce jeune dans cette famille d'accueil. Voilà. Donc c'est compliqué, parce que là, on est aux frontières des questions éducatives, des questions de santé. Oui, voilà, c'est vraiment la situation la plus complexe que j'ai eu à gérer jusqu'à l'heure. C'est pour ça que votre question, vous y a un point nommé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres… Il y avait M. Bézenet, je crois, Bénezé peut-être. M. Bézénet qui a posé une question que je peux relier. Hein. Je pense que c'était une question qui s'adressait à toi, Kader, mais aussi à Philippe Rigoulot, je pense. Hein. Ce ne serait pas plus simple de régler cela, donc c'était à la question de la disponibilité par l'employeur dans le milieu scolaire avec les enseignants, plutôt que de s'adresser à l'entreprise.
C'est-à-dire, je pense, en tout cas, il pourra peut-être compléter, mais plutôt d'aller chercher la souplesse dans les plannings des professeurs, que chez les employeurs. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est comme ça que moi je la comprends, cette réflexion. C'est une vraie question ouverte, ouais, tout à fait. C'est la question de la disponibilité. Et moi, effectivement, il y a la question je suis directeur d'établissement, donc il y a la question du volume horaire. Hein. On sait que les professeurs, enfin, en tout cas, moi, la représentation que j'en ai, c'est qu'ils ont des heures attitrées, qui sont des heures de présence auprès des enfants. Ce que tu dis, ce que tu revendiques, ce que tu as mis en place, c'est de dire, alors, je vais le dire comme je le pense, mais ils ont 15 ou 16 heures d'enseignement par semaine, ou 18, ou 20, je ne sais plus. Hein. Il faudrait qu'ils en aient au moins autant avec les parents. Est-ce que c'est correct ce que je dis, ou est-ce que c'est d'autres professionnels qui doivent venir prendre ce temps? Mais en gros, c'est quand même là une sacrée révolution, j'ai envie d'utiliser ce mot, parce que les professeurs se pensent, me semble-t-il, comme des personnels qui doivent être disponibles dans les classes. Oui. Alors globalement, c'est vrai que si on pousse au raisonnement, on pourrait aller jusqu'à questionner le temps de travail de l'enseignant. Ça, c'est vrai. Alors, c'est une vraie question. Hein. Alors, moi, je ne vais pas m'aventurer à rentrer dans le débat là, sur le temps de travail des enseignants. Hein. Surtout pas dans cette visio qui est enregistrée. Vous comprenez très bien ma position. Mais simplement, c'est cumulatif, si vous voulez. Si tu veux, David, il y a bien sûr l'équipe de direction, il y a les enseignants, j'ai 35-36 professeurs, il y a l'équipe éducative, il y a l'assistante sociale, l'infirmière, voilà, bon, c'est tous ces gens qui concourent à rencontrer les familles. Mais c'est l'effet que ça produit de façon cumulative dans la durée, plus que le nombre de rendez-vous ou de réunions que nous commettons, que nous réalisons les uns les autres de façon pas forcément coordonnée. C'est plus l'état d'esprit, les valeurs qui vont tendre la relation école-famille. Par exemple, j'utilise beaucoup les commissions éducatives. Les commissions éducatives, quand j'ai croisé à peu près la moitié des personnels, parce que c'est la classe numéro 4 qui fait qu'on va rencontrer tel ou tel professeur, à un moment donné, voilà. Et après, c'est comme ça, hein, je crois que ça existe aussi dans votre secteur à vous, j'imagine, ou dans le monde de l'entreprise, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire comment les pratiques se développent et comment elles vont se répercuter d'un professionnel à un autre. Je fais confiance à l'intelligence humaine, vous voyez, dans ce cas-là. Donc, à l'arrivée, il y a une limite. Tu as raison, David. Il y a une limite. Peut-être qu'on est déjà en train de l'attendre, cette limite, hein, sans doute. Mais en tout cas, elle n'est pas extensible, ça c'est clair. Hein, parce qu'elle est liée aussi au temps. Mais si on revient à la question initiale, comme la relation école-famille est une obligation, qu'elle doit s'inscrire dans le temps de travail de l'enseignant, j'estime à titre personnel, et pour l'instant on n'y est pas, hein, oui, on n'y est pas. Ce que je vais dire là, c'est qu'on n'y est pas. Et pourtant, nous, dans notre établissement, comme dans beaucoup d'établissements, on fait des efforts. Si chaque professeur, c'est ça qu'il faut comprendre, de façon théorique, hein, chaque professeur qui a effectivement 18 heures devant l'élève, allez, au moins la même chose, bon, on va dire on est sur une quarantaine d'heures, si on recoupe tous les textes, toutes les études en la matière, le temps de travail moyen d'un enseignant certifié, c'est 40 heures à peu près par semaine. Voilà, pas de polémique là-dessus, peu importe, en tout cas c'est à peu près ce qu'on constate. Si chaque enseignant prenait 1 heure par semaine pour rencontrer une famille, et si possible, on va répercuter ces rencontres régulièrement dans le temps. Si on considère qu'il y a 36 semaines dans une année et que le temps de travail qui est annualisé, je le rappelle, qui est de 1600, enfin un peu moins de 1700 heures, si vous ramenez sur 36 semaines, il me semble qu'il reste un peu moins de 700 heures, qui est ce temps-là qui n'est pas quantifiable. Si ces professeurs, sur ce temps-là, correction de copie, etc., formation, prennent 1 heure par semaine, multiplié par le nombre, je suis même convaincu, et c'est un peu ce qui se passe, même si on n'est pas arrivé à ce niveau-là, de ce que ça peut provoquer dans le fonctionnement d'un établissement scolaire. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, qu'il faut faire valoir que, je pense, hein, une comptabilité millimétrique du nombre d'heures qu'on va passer. Alors regarde, moi-même, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, je ne fais pas de comptabilité. Je sais qu'on a multiplié par 2 parce que je le vois dans les indicateurs de mon établissement. Je sais que tout le monde va être souscrit à un rendez-vous de 10 minutes avec un parent. Et d'ailleurs, ce n'est pas le professeur principal, parce que cette question a percuté quand on a mis en place l'organisation. Ben non, le professeur principal, il ne peut pas tout faire, alors que c'est lui qui rencontrait souvent les familles. Ça a été très vite, hein, un enseignant de l'équipe, et pas forcément le même. Et ce qui fait que ça a démultiplié, c'est plutôt ça, hein, un peu de façon, un peu comme dans la technologie, hein, on a créé le multiplexage. Hein, comment faire passer beaucoup d'informations avec un tuyau qui est le même. Ben on a créé le multiplexage, hein, ou le démultiplexage. Ben c'est le même principe. Avec le même tuyau,
on peut démultiplier les rencontres à partir du moment où on travaille sur un autre temps. Et ce temps-là, on a essayé de l'intégrer dans le fonctionnement de l'établissement. Encore une fois, accueil des familles, réunion institutionnelle, commission éducative, accueil d'un parent, d'un élève exclu, etc., etc. Conseil discipline, voilà. Par exemple, tous les mois, j'ai une réunion avec les représentants des associations de parents d'élèves. Okay. C'est une habitude. J'en suis venu au fait qu'eux-mêmes, maintenant, co-construisent les comptes rendus de certaines réunions. Le comité hygiène-sécurité est co-construit, enfin, le compte rendu est rédigé presque entièrement par les familles, enfin, en tout cas par les représentants. Donc, parce qu'il y a aussi ces familles-là qu'il faut prendre en compte, des familles plutôt administrées. Si on reprend la terminologie sociologique, on va qualifier ces parents de parents administrés, parce que c'est des gens qui connaissent bien l'école, qui investissent les instances, etc. Mais encore une fois, le pari, ça a été de s'intéresser à toutes les familles. Donc, c'est un équilibre, effectivement, il faut essayer de ne pas, comment dirais-je, l'instaurer de façon précaire. C'est ça qu'il faut. Il faut le garantir un petit peu. Voilà, il faut le garantir un petit peu. Alors, je te coupe. Oui. Il y a deux interventions, il y a deux personnes qui veulent prendre la parole. Philippe Pinault et ensuite Olivier Bénézé. Juste très rapidement, c'était pour préciser à M. Bénézé que l'idée d'aller chercher les employeurs, elle est double. Elle est fondée sur l'idée de s'appuyer sur la responsabilité sociale employeur. C'est-à-dire, quand je suis patron d'une société, est-ce que, grosso modo, le lundi matin, je préfère récupérer des salariés qui ont la patate parce qu'ils ont passé un super week-end en famille, parce qu'on a créé les conditions pour que le week-end familial se passe bien, ou est-ce que je veux récupérer un salarié qui a les yeux ici parce que depuis le vendredi soir, il cherche un adolescent qui est parti en fugue parce que les problématiques scolaires ont envahi la famille. Et le deuxième intérêt, c'est l'idée de se dire, encore une fois, le message qui est envoyé aux parents, c'est aussi un message qui permet de travailler le sentiment d'illégitimité. Mon employeur me dit que j'ai un temps pour aller rencontrer les enseignants à l'école. Donc, ce n'est pas tellement du côté de l'agilité, de comment on libère du temps pour les parents, c'est qu'est-ce que ça dit auprès de l'enfant, in fine, le fait que le patron de papa, de maman, lui donne du temps pour venir travailler avec moi la question scolaire. Voilà, c'était un peu ça le sens. Et de mon côté aussi, c'était juste une question parce que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'entreprise. Il n'y a rien contre le système de l'entreprise qui donnerait du temps libre pour les parents pour pouvoir rencontrer les enseignants. Et d'autant plus qu'on a vu dans l'évolution de l'histoire de la famille que les femmes travaillant beaucoup plus maintenant. Enfin, ça s'est quand même énormément modifié, la structure de la famille par rapport à l'enseignement et par rapport aux années que j'ai pu connaître. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord. Mais aussi, ça m'intéressait ce que disait Monsieur Kader. Je n'ai pas vu son... Voilà. Sur la mobilité, la souplesse du système enseignant. C'est quelque chose qui n'est pas très développé. Donc, c'est intéressant d'amener de l'agilité et de la fluidité dans ce domaine-là, de la même façon que, moi je pourrais répondre que dans ma période, c'était très très facile de prendre rendez-vous avec un enseignant, un professeur quel qu'il soit, professeur d'histoire, ce n'était pas toujours un principal, un professeur d'histoire, un prof de maths, un prof de philo, pour aller le rencontrer, on parlait avec lui 10 minutes, un quart d'heure, et on le faisait très facilement. Mais maintenant, je comprends bien que les contraintes sont différentes. Donc, c'était un peu pour replacer tout ça dans ce contexte-là. Mais je suis complètement d'accord avec l'idée de l'entreprise, l'idée de l'agilité de l'enseignement et tout. Ça me paraît très bénéfique, en revanche. Et aussi d'accord avec ce que vous avez dit sur la responsabilisation que ça donne aux parents vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de leurs enfants. Ça, ça me paraît génial. Oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. En tout cas, moi, je voudrais faire le lien quand même entre la présentation de Kader Mimoun et puis ce qu'on travaille aussi dans les institutions d'Osiris quand même, parce que on le voit bien, la question de l'effet levier que a la place, le travail qu'on fait avec les familles dans les dynamiques individuelles de chaque enfant, que ce soit dans le cadre de l'éducation nationale et des apprentissages, que dans le cadre de la protection de l'enfance. J'ai envie de dire que c'est un levier qui pourrait avoir un caractère universel, c'est-à-dire que de la qualité des échanges qu'on a avec les parents, on a à attendre des effets, Kader Mimoun le dit, assez très clairement visibles. Je crois que c'est ça qui encourage aussi à aller sur ce terrain, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on prend du temps pour parler avec les parents
en présence des enfants, je suis tout à fait d'accord avec lui, on l'a expérimenté nous aussi, il y a des effets très, très, très puissants sur ce qui se passe dans les dynamiques individuelles des enfants, le respect du cadre, l'apprentissage. Est-ce que, Kader, tu valides, tu l'as dit, mais en fait, tu as observé des effets, là, pour le coup, une efficacité. De façon catégorique, je peux dire en 2 mots, de ce que j'ai comme expérience, mais je pense qu'on peut recouper ça avec d'autres expériences. Pour moi, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. C'est clair, mais alors, c'est très clair. Alors, je n'ai pas la science, l'intelligence pour pouvoir… un jour, peut-être que je croiserai des gens qui vont m'aider à théoriser tout ça. Et encore une fois, moi, je n'invente rien. Je pense que je ne fais que mettre en œuvre ce que je lis, ce dont je m'abreuve depuis des années. C'est vrai que je suis un passionné de sociologie de l'école, je regarde tout ce qui se dit, s'écrit, en tout cas d'intéressant, sur ce que moi je pense important pour l'école. Et c'est pour ça que je fais cette question de la relation famille. Et d'ailleurs, je sens bien que je suis sur un secteur où on n'est pas beaucoup écouté là-dessus. C'est pas, enfin, je vous dis, voilà, voilà, souvent on me dit oui, mais tu fais ça parce que tu as eu des soucis dans ton enfance, sans doute que tu as eu toi-même des soucis avec ta famille, etc. Bon, c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais pas préparée. Je dis non, j'ai plutôt une enfance heureuse, voilà. Comme beaucoup de familles, j'ai pas vu mes parents tout le temps, et voilà, beaucoup travaillé. Je suis issu d'une famille immigrée analphabète, voilà. Comme beaucoup d'enfants, j'ai réussi à l'école de la République, voilà. Bon, ça, je veux dire, c'est des banalités finalement. Ce qui est important, c'est qu'en fait, pour revenir sur ta question, c'est qu'en fait, ce que moi j'ai compris de la relation. En fait, il y a 3 états, c'est clair. Alors, je ne sais pas comment le dire. Je dirais qu'il y a un état où on va se confronter au problème. Là, c'est clair. Alors, de façon presque… Alors, ce n'est pas systématique, mais il faut l'accepter. C'est qu'une fois qu'on a fait l'expérience de ça, on l'accepte. Si on n'a pas fait l'expérience, on peut le redouter, donc on ne rentre pas. C'est-à-dire un désaccord, une famille un peu vindicative, voilà, on va s'asseoir et on va accepter un peu un débat contradictoire. Ça, ce n'est pas dans l'ADN de la formation initiale, je pense, de tous les professionnels, et ça, c'est un vrai problème. Donc, on va accepter. Alors, conflit, ça ne veut pas dire on s'insulte, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir un respect mutuel, mais on va écouter, et de cette capacité qu'on va mettre en bonne disposition le parent, va résulter, à mon avis, le deuxième élément. Donc, premier élément, on accepte ce qui ne va pas. C'est majoritairement pas le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, moi, ce que j'appelle le ridicule. Comme on dit souvent, le ridicule ne tue pas. Ça va être ridicule qu'on va se rencontrer. Donc, on va se dire des choses un peu ridicules. Et puis, voilà. Bon, moi, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Mon fils, il n'a jamais fait ça. Vous comprenez. Vous êtes… l'éducation nationale, c'est toujours pareil. Là, on va percuter l'histoire de la famille, l'histoire scolaire, etc. Voilà. On va pouvoir lire entre les lignes. Le deuxième état, et c'est celui-ci où il ne faut pas lâcher, c'est ce que moi, j'appelle le dangereux. C'est-à-dire un état… Pas un état second, je vous rassure, j'ai toute ma tête, mais un état qui va faire qu'on va basculer dans quelque chose. Alors ça, c'est… encore hier soir, j'étais avec un parent avec une situation un peu complexe, et j'ai vu ces 3 états. Mais j'en ai même souri au bout d'un moment. Le parent m'a dit, mais vous vous moquez de moi? Je lui ai dit, non, je souris parce que demain, je vais avoir expliqué ça, et je sens bien que ça va traverser encore une fois mon esprit. Voilà, je vous fais part de mon expérience d'hier soir. Parce que j'ai souri parce que dans le deuxième état, c'est dangereux. Ça veut dire que là, on va rentrer dans la discussion. On va pas mettre de côté ce qui ne va pas, les désaccords, etc. On va rentrer dans la discussion. Ce que j'appelle, moi, l'état dangereux. C'est l'état où souvent on lâche, où l'école lâche. Le parent est contestataire, le parent est vindicatif, je me suis senti menacé, j'ai été accusé, je dépose plainte, etc. Voilà. En gros, on va être là-dedans. Et c'est souvent là où il ne faut pas lâcher. Et ensuite, il y a un troisième état qui arrive très vite si on accepte les 2 premiers. C'est l'état de ce que j'appelle, moi, l'évidence. Vous voyez, c'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. Et l'évidence, alors il faudrait peut-être trouver d'autres termes, c'est ce qui va venir comme quelque chose qui est lié au travail qu'on a mené, pas comme quelque chose qui relève de l'autorité que moi j'impose ou de cette sacro-sainte école publique laïque qui s'impose à tous les parents. Mais c'est du travail qu'on va mener. Donc, vous voyez, c'est ça l'autonomie pour moi. L'autonomie, c'est pas… tout à l'heure, le collègue disait oui, mais… en fait, il y a eu des souplesses ou des agilités qui sont mises en place. Oui, on peut utiliser d'autres termes, c'est l'autonomie. Voilà, moi, j'en suis venu au bout de 20 ans à me dire que les circulaires, je regarde toujours ce qui n'est pas interdit. De plus en plus. J'ai une circulaire, je la lis. On va m'expliquer le cadre. Très souvent, on va interpréter ce qui est interdit. Or, il faut interpréter ce qui n'est pas interdit. Et ce qui n'est pas interdit, c'est de rentrer dans un débat contradictoire avec une famille. Dans des moments où, psychologiquement, on peut être pas forcément en forme.
Dans ce cas-là, on va mettre les conditions. Et donc, on va accepter. Et à partir du moment où on n'est pas dans un combat, ni dans un conflit, ni dans un gagnant, un vainqueur, un perdant et autres, je ne sais quoi, alors on va être dans quelque chose d'assez éminemment humain. Et je crois, moi, à la question du social. En fait, je me rends compte, souvent on me le dit, que j'ai cette dimension sociale qui est très prégnante et que j'utilise beaucoup, de plus en plus. Et quand des parents viennent avec des a priori, une histoire passée, etc., je prends le temps, des fois ça peut prendre 1 heure, hein, heureusement je ne fais pas ça tout le temps, pour accepter le débat sur ce qui préoccupe profondément ce parent qui a une dent contre l'école en quelque sorte, hein, et qui va m'expliquer que voilà, à tel moment il s'est passé ça, etc. Alors je vais faire attention de ne pas acquiescer tout le temps, mais de temps en temps de dire bah, écoutez, c'est votre point de vue, vous avez raison de l'exprimer. Ce qui est important, c'est que vous l'exprimiez. Ce qui est important, qu'on vous donne un espace pour l'exprimer. Ben, c'est des mots simples, mais très souvent, on arrive à l'étape 2 et à l'étape 3 assez rapidement. Et pour reprendre l'exemple d'hier soir, et là ce soir, je m'attends à un autre entretien un peu compliqué avec une famille, parce que c'est la même situation, je vais, moi, de façon méticuleuse, m'attarder aux détails. Hein. C'est là où souvent il faut prendre le temps. Alors, le détail, c'est le petit détail qui tue, qui a fait que l'enfant n'a pas exactement dit, parce que là, conflit de loyauté, etc. Et ça, c'est important. Et ce détail-là, je vais m'attacher à y mettre une forme. Alors, par exemple, je vais dire à l'enfant, je pense que tu n'as pas tout dit à ton papa, je trouve normal que tu n'aies pas tout dit, ou à ta maman, mais c'est important que papa, maman repartent de mon bureau avec l'idée que tout a été dit. Donc, il ne faut pas avoir peur, voilà. Et souvent, je dis, il n'y aura pas de sanction. Alors, quand je dis qu'il n'y aura pas de sanction, ça apaise, ça permet de détendre l'atmosphère. Je dis, mais je ne mettrai pas de sanction parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on aboutisse à quelque chose de positif. Et ça, il y a une forme de désacralisation. Vous voyez, on va désacraliser un peu la relation, on va démystifier un peu ce rapport un peu hiérarchique. Voilà. Et moi, je le sous-estime souvent, de plus en plus, et à chaque fois, il me revient comme un boomerang. Hein. Donc en fait, maintenant, je ne le sous-estime plus. Je sais que je suis le chef d'établissement, je reçois ce parent, et je vais faire en sorte d'installer ces trois temps. Hein. Le temps du ridicule, le temps de ce qui ne va pas aller, le temps du moment dangereux, le moment de la confrontation, et puis après, le troisième temps, le moment un peu ce que moi j'appelle de l'évidence. Voilà. Donc voilà. Hein, donc, c'est des temps importants et qui demandent un entraînement. Hein, un entraînement qui nécessite qu'on se casse la gueule plusieurs fois. Voilà. Donc, ça je peux vous convaincre que c'est important de se casser la gueule plusieurs fois. Par contre, il faut le faire en équipe. Hein, il ne faut pas le faire tout seul dans son coin. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui suit à peu près les grandes lignes de ce que je propose. J'ai un adjoint qui percute complètement voilà, l'esprit, qui a cette dimension-là. Voilà, bon, il y a un terrain aussi propice. Hein. Je ne me suis pas aventuré dans cette reconfiguration juste parce que j'avais décidé dans mon coin de bureau. C'est parce que ça s'est imposé à moi. Et puis après, j'en ai perçu. Vous voyez, j'aurais pu travailler sur des questions pédagogiques, comme beaucoup de chefs d'établissement font. J'ai pris le parti, dans mon temps de travail très contraint, que c'était ce levier-là qui était le plus important. Mais je n'occulte pas les autres aspects de mon métier. Par exemple, je regrette de ne pas avoir assez de temps pour travailler les questions pédagogiques. J'en ai, heureusement, hein, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Mais j'ai trouvé plus de satisfaction et j'ai trouvé plus d'évolution dans mon établissement sur comment on a modifié le climat scolaire, comment on l'a accompagné, et rien n'est certain, encore une fois, hein, mais je sens que des choses sont installées. Et le climat scolaire, c'est quand même la clé de tout. Hein. C'est ce qui percute la violence à l'école, c'est ce qui percute les questions de harcèlement, c'est ce qui percute les questions d'adhésion des parents ou pas, c'est ce qui percute l'image de l'établissement. Vous voyez, voilà, tout le monde va en profiter. Et je crois que, parce que je pense que tout le monde en a profité, ou chacun a pu se sentir concerné par ce qui se passait, même si beaucoup de professeurs ne sont pas dans cette logique, hein, parce qu'ils ne s'en sentent pas capables, parce qu'ils ne se sentent pas prêts, parce qu'ils se sentent en difficulté. Du coup, par contre, il y a quelque chose d'entraînant qui va faire qu'à un moment donné, on va les accompagner. Par exemple, chaque fois qu'un enseignant va se sentir en difficulté, il est accompagné. Il n'est jamais laissé tout seul. Hein, généralement, je vais faire en sorte d'être présent, ou mon adjoint, au moment de l'entretien. Et à chaque fois, c'est ce qui va nous intéresser, c'est comment la forme de l'entretien va s'organiser. C'est très important, ça. Très, très important. Quand je sais que c'est conflictuel, ou quand je sais que c'est, d'après l'enseignant, perdu d'avance, je vais regarder le fil ténu, le point commun qui va faire que ça va marcher. Et même si ça paraît anodin, on va s'atteler à travailler sur ce point-là. Alors, ça peut être quelque chose de futile, comme par exemple, j'ai en tête le fait qu'on n'avait pas questionné sur la situation conflictuelle d'une famille, le fait que le papa
qui était divorcé de la maman, était le seul qui, dans la famille, avait fait des études supérieures, par exemple. Le fait d'avoir repositionné ce papa dans l'entretien avec son fils, en l'occurrence qui était en délicatesse avec le collège, a rassuré et a permis à cette maman de se retrouver en position, je dirais, plus confortable qu'elle ne l'était au préalable quand l'entretien avait débuté. Et j'avais utilisé cette clé. Alors après, ça pouvait ne pas marcher, hein, mais cette clé me semblait être une clé importante dont il fallait se saisir. Voilà. Des fois, dans les entretiens, alors moi j'ai des entretiens tous les jeudis, des réunions de suivi, hein, comme il en existe dans tous les collèges, ce qu'on appelle les groupes de suivi d'élèves en difficulté, et je me nourris beaucoup de ce que disent les collègues. Vous voyez, alors bon, c'est des débats, moi j'aime bien les débats, et donc les collègues disent voilà, alors là, cette maman, elle a fait ci, elle a fait ça, il s'est passé ça, là. Puis de temps en temps, je dis hop, vous avez dit quelque chose, c'est important. Ah oui, ben oui, j'ai appris que cet enfant, il y avait telle ou telle disposition à l'extérieur de l'établissement. Ah, j'ai ben dans ce cas-là, il faut creuser là. Hop, allez-y. Provoquez-moi un rendez-vous, on va se rencontrer, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc bon, voilà, il n'y a pas de recette miracle, mais je crois que c'est une matrice en fait que je propose, qui n'est pas théorisée, mais qui est éminemment sociale, ça j'en suis tout à fait convaincu, mais qui apporte des éléments vraiment importants dans le fonctionnement de l'établissement. Donc ça joue sur la société, ça joue sur les relations, ça joue sur tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je revendique l'idée que travailler la question de la relation de famille, c'est à la fois un projet, c'est pas une option, c'est obligatoire parce que les textes le demandent, mais ça ne s'improvise pas et ça demande de la formation et de l'accompagnement. Il faut soutenir les professionnels qui s'engagent dans ces logiques. Parce qu'ils se sentent pas soutenus ou parce qu'ils ne sont pas soutenus, souvent ils ne s'aventurent pas dans ces terrains. Or, pour moi, ils sont incontournables si, de mon point de vue, hein, on veut reconfigurer notre école. Je sais qu'on va rentrer dans un débat là, avec les élections qui arrivent. Je serais surpris qu'on n'évoque pas à nouveau la question des parents. Voilà. Et pourtant, tous les rapports s'additionnent. Le dernier en date, c'est le rapport Corr, 2014, le rapport des députés là, qui faisait un point d'étape sur la mise en place de la réforme du collège. Voilà. Les derniers en date, c'est la question de la responsabilité éducative des enseignants. Vous voyez, on en a beaucoup parlé. Pour moi, elle est liée à la culture de la relation avec les parents, qu'il faut développer. Et ce qui est compliqué à faire passer comme idée, c'est comment comprendre que c'est systémique. Qu'en fait, comme on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout gérer, s'il y a un levier qui parce que c'est comme ça, parce que les enfants naissent libres ou égaux en droit, hein, ça dépend la formule consacrée, dans des familles qui ne sont pas égalitaires, qui ne sont pas à égalité. Hein, je parlais de parité d'estime. Si on doit faire évoluer les fils d'ouvriers comme les fils de cadres et les fils et les filles de cadres et tout, si on est toujours dans une école stéréotypée, si on a des problèmes d'égalité des chances, etc., ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que historiquement, nous n'avons pas créé l'école avec les familles et que désormais, il est temps de changer de logiciel. Voilà. C'est pour ça que je suis convaincu. Hein. Et ma pratique m'a montré, et je ne suis pas le seul, que c'est un levier puissant pour pacifier les relations dans l'espace public. Vous voyez ? Alors, dans ma petite commune de la Garenne-Colombe, je ne prétends pas les avoir pacifiés, mais dans mon collège, oui. Dans mon collège, c'est quelque chose de très, voilà, c'est pas quelque chose de très, comment dirais-je, formalisé, c'est pas quelque chose de certain, mais assurément, ça va être difficile de faire de marche arrière. Vous voyez ? Et à chaque fois qu'une famille vient et m'oppose une logique politique, sociale, voilà, qui est tout à fait entendable, ça marche pas, la mixité sociale, vous n'y arriverez pas, ou ça marche pas, ou mon enfant, voilà. Ben, souvent, moi, j'ai des réponses assez directes, hein, qui peuvent aller vers le contradictoire, hein, en disant, voilà, mais votre enfant ne vaut pas plus qu'un autre. J'ai des réponses très simples, hein, que j'utilise régulièrement, en disant, voilà, j'essaie à chaque fois de ne pas rentrer dans ce débat, mais d'essayer de m'inscrire dans cette logique d'adhésion collective. Voilà. Et puis après, je sais que s'il n'y a pas un acquiescement sur le moment, ou s'il n'y a pas un accord, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que le parent germe, vous voyez, que ça germe et que ça se développe, et qu'ensuite, par les échanges interposés, la question peut être rebattue, re-questionnée dans des différents espaces. Mais voilà. Juste peut-être, si tu me permets, David, ouais, je pense qu'il y a une sous-estimation globale dans notre système, là, actuellement, du rôle que vous jouez, vous, les éducateurs. Enfin, je ne connais pas les professionnels des uns et des autres, mais je sais qu'il y a des éducateurs, qu'il y a des responsables de structures, je sais qu'il y a des responsables d'aide sociale à l'enfance, etc. Enfin, je ne connais pas toutes les professions, mais aujourd'hui, dans le débat, c'est quelque chose qui est assez contesté. Il y a je sais qu'il y a beaucoup de remises en cause, hein, il y a beaucoup de choses négatives qui circulent,
Et quand on regarde dans les lignes, je pense qu'il y a une sous-estimation du rôle essentiel que vous jouez, que tous les acteurs éducatifs jouent. Et je crois que notre société, elle tient aussi grâce à nous tous, hein, grâce à vous, grâce à tous ces acteurs qui maintiennent, avec un temps qui est beaucoup consacré, hein, qui maintiennent les choses en l'état, en quelque sorte. Hein. Je pense que le thermomètre, vous voyez, il est du côté des familles. Moi, j'en suis intimement convaincu. Le thermomètre, ouais, la situation du pays, etc., c'est les familles, c'est les enfants. Et on voit bien que la température, elle peut monter ou elle peut le baisser en fonction de la situation sociale de notre pays. Voilà. Donc, il faut faire de la relation avec les familles un projet. Et comme tu l'as dit, David, ce sera peut-être le mot de la fin, il faut faire de la qualité de la relation un objectif. Ça, c'est très important. Quand je parle de qualité, ça suppose qu'on accepte les éléments, comment dirais-je, négatifs de la qualité, c'est-à-dire ce qui ne va pas, ce qui est contradictoire, ce qui est contre. Voilà. C'est difficile intellectuellement, émotionnellement. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de difficultés sur la question, par exemple, du renoncement à la position stratégique de mon rôle. Ça, c'est compliqué pour moi. Je travaille tous les jours là-dessus. Mais une fois qu'on l'a intégré, qu'on en a conscience, on peut avancer. On peut avancer. Voilà. Et il y a quelque chose qui n'est pas après pensé. Hein, c'est une habitude de travail, comme un entraînement, hein, comme un thérapeute, hein, que je ne suis pas, qui s'entraînerait et qui ferait qu'il a une façon de fonctionner qui peut marcher. Le plus difficile, c'est de s'adapter à la situation. Voilà. Là, par exemple, la question de madame tout à l'heure était très intéressante parce que je ne sais pas quelle issue, et c'est pas grave d'ailleurs, hein, on va avoir avec ce jeune-là qui est dans une scolarité un peu bancale, et où on sait que plus on va augmenter son temps de scolarité, plus on sait qu'on va comment dirais-je, le mettre dans quelque chose de positif, c'est-à-dire peut-être un éloignement des zones de tension, un éloignement des tentations, un éloignement des difficultés, un éloignement de toutes ces problématiques qu'on agite, hein, quand un enfant ne va pas bien à l'école et quand on lui prédit un avenir pessimiste. Hein. Si tu ne travailles pas à l'école, tu seras un délinquant, tu ne seras pas un bon citoyen, etc., etc. Ça, vous entendez ça tous les jours, je crois. Hein. Heureusement que l'histoire ne se répète pas pour tous les enfants. Alors, Kader, on a terminé cet entretien. Il y a une question quand même importante. Oui. Philippe Rigoulot, directeur de la Maison des Ados, me transmet par écrit, que je lis parce qu'effectivement, elle est essentielle. Quelle liberté laisser au chef d'établissement pour mettre en œuvre? C'est-à-dire, est-ce qu'on te laisse faire tout ce que tu dis? Comment tu fais? Est-ce que ça frotte avec la hiérarchie? Comment ça se passe? Alors, question compliquée, surtout quand elle est enregistrée. Donc, bon, alors, je dirais que alors, non, mais je vais répondre très franchement. C'est compliqué. Alors, c'est pas compliqué à faire si on veut le faire et si on veut développer une autonomie pour le faire, parce que j'ai pas l'impression que je suis, enfin, je veux dire, je me serais arrêté aussitôt si j'avais eu des tensions ou des oppositions fermes, notamment des professionnels que j'accompagne. Ça, c'est très clair. Donc, je l'ai fait parce que j'avais ce terrain de prédilection qui m'a permis de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit transposable partout, mais je suis sûr que qu'il est possible de développer la même approche partout. Ça, c'est clair. Hein. Partout, il y a des familles, partout, il y a des écoles, partout, il y a des professionnels qui ont envie de bien faire, partout, il y a des professionnels engagés et qui souhaitent faire évoluer leur lieu de travail. Donc ça, j'en suis intimement convaincu. Je crois qu'on est dans un pays où on a une richesse inestimable là-dessus. Tu veux dire que tu n'as pas bénéficié d'un contexte avec ta hiérarchie au-dessus spécifique, c'est-à-dire que c'est possible, y compris avec les responsables d'académie, avec toutes les… comme ce n'est pas quelque chose que je déclare beaucoup, je n'ai pas beaucoup publié sur ce que je fais. Donc ça, c'est aussi une raison. C'est dans ce qui n'est pas écrit dans les circulaires, c'est ça que j'ai bien compris? Voilà. Voilà. Par contre, je me doute bien, parce que j'évoque dans mes entretiens d'évaluation, etc., j'évoque ce que je fais, bien sûr. Donc, alors, c'est un peu compliqué de dire les choses, parce que c'est plutôt de l'extérieur qu'il faudrait évaluer les choses, mais j'ai le sentiment que l'approche que moi je propose peut apparaître légèrement provocatrice, ça j'en suis conscient. Donc ça peut aussi susciter des agacements ou autres, à tous les niveaux. Donc ça, je sens bien que j'agace, ça, j'en ai conscience, mais je n'ai pas de contradiction formelle à ce que je fais, si ce n'est que je pratique je suis en plein dans les têtes. Vous voyez, j'essaie à chaque fois d'être dans l'institution, ça c'est très important, et je souhaite vraiment être reconnu par rapport à ça. Le reste, moi après, peu importe. Mais j'applique, vous voyez, quand je dis, alors pas qu'il y ait de malentendu, les circulaires, je les applique, tout ce qu'on me demande. Simplement, dans l'interprétation, je ne fais pas la même lecture. Et comme je ne fais pas la même lecture, je vais m'autoriser
à faire un travail social, etc., qui a priori n'est pas interdit. Voilà. Après, je n'ai pas vraiment de retour, ou peut-être, je pense que c'est plus ma double position de citoyen, et ça, je crois que c'est pas interdit dans notre pays, heureusement, engagé bénévolement dans une association. Oui, j'aurais pu être à TD Quart Monde, au Resto du Cœur, oui, ça aurait pas changé grand-chose. Mais là, je suis engagé du point de vue associatif dans une association qui s'appelle École et Famille. Donc forcément, je suis conscient que je suis dans des frontières où on peut être interpellé sur mon positionnement, effectivement. Voilà, ma boussole, ça reste les familles, ça c'est important. Et je rappelle que nous sommes un service public d'éducation. Donc notre ADN, c'est d'accueillir les familles, et donc les enfants qui nous sont confiés. Donc très, très sincèrement, je cultive pas la provocation, mais je sens bien que pour bousculer les idées, il faut passer par là. Voilà. Donc après, vous voyez, je peux dans un coin de mon bureau avoir une attitude provocatrice avec un parent pour amener du débat, etc., en étant très mesuré, très prudent et en faisant attention à préserver l'intégrité de cette famille, de ce parent. Donc il peut y avoir des choses, hein. D'ailleurs, il y a des fois des retours qui me sont faits, hein, des remarques, des commentaires, des critiques aussi, que j'accepte, mais fondamentalement, c'est pas quelque chose qui est impossible, vraiment, hein. Bon. Je pense que certains le font sous d'autres formes. Simplement, je n'ai pas choisi une forme académique. J'ai choisi une forme résolument sociale. Voilà. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas. En tout cas, ça donne des résultats. Ça, j'en suis. C'est peut-être ce dont je suis le plus fier. Voilà. C'est que la transformation sociale, elle crée beaucoup plus de bénéfices autour des enfants qui nous sont confiés que de rappeler inlassablement la question de l'école, la question des principes, la question des règles, et qu'en gros, c'est aux parents de s'adapter, quoi. Et c'est peut-être ce qui peut t'aider aussi à défendre le modèle, parce que si jamais il pourrait y avoir une tentation de te faire rentrer dans le rang, si je peux le dire comme ça, le fait que tu aies des résultats, c'est-à-dire des choses objectives qui viennent à l'appui, les exclusions, le maintien des élèves, l'assouplissement des situations complexes, ces éléments objectifs que tu peux objectiver, ça peut te donner encore plus de poids pour répondre un peu à ce que dit, à la question que posait Philippe, pour que tu revendiques ou tu défendes cette liberté. Alors, je ne le faisais pas au début, désormais je le fais. Alors peut-être que c'est parce que c'est la cinquantaine, que je commence à avoir des cheveux gris sur la tête et que donc j'ose beaucoup plus de faire les choses, hein, de dire les choses et de les faire, oui. Mais oui, si on prend la question à l'inverse, effectivement, j'aurais eu de gros problèmes et de grosses difficultés si, à l'inverse, les résultats ne seraient pas arrivés. Oui, ça, on le sait, ça. Hein, voilà. C'est pour ça que je reviens toujours sur le triptyque du ridicule, c'est impossible, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas, etc. Ouais, souvent, c'est la limite qu'on nous assène de l'extérieur. Hein. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on ne peut pas rencontrer des parents comme ça. On ne me dit pas que vous n'avez pas le droit, mais on me le fait comprendre, quoi. Ou en tout cas, ça ne se fait pas. Voilà. Parce que, du coup, ce sont les professionnels qui sont autour qui vont être percutés. Je sais bien que j'ai beaucoup déstabilisé mon assistante sociale. Je sais que j'ai beaucoup déstabilisé mon infirmière. Je sais que j'ai beaucoup déstabilisé certains professeurs. Je le sais, ça, j'en ai conscience. Quand après, on a mis les mots et les formes, quand on a expliqué inlassablement les choses et quand on a fait un effort de pédagogie, au bout d'un moment, les gens comprennent. Ouais. Et c'est dans le temps que les choses s'installent. Hein. Ce n'est pas juste en assénant des contre-vérités, en disant, voilà, il n'y a qu'un faucon. Au début, je l'ai installé dans une pratique de projet, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2 ans, il a fallu travailler sur la relation aux familles parce que c'était assez, vraiment assez fracturé, hein, dans mon établissement au début quand je suis arrivé. Hein. Il y avait des professeurs qui découvraient ça, et pour eux, ce n'était pas possible de rencontrer régulièrement les parents. Voilà. C'était assez académique. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il y a ce triptyque, hein, ridicule, hein, évident, dangereux et évident. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Bon, on va finir, hein, Kader, je suis désolé. Oui. Les gens sont encore. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore connectés. Moi, je pourrais rester évidemment toute la journée. Moi, j'avais dit 14h, et voyons, les 14h09 déjà. 14h10, bon, il y a des gens qui restent, qui n'ont peut-être pas de contrainte immédiate, mais en tout cas, j'essaie de faire respecter le format. Tu as raison. De Midi Labo. Je te remercie, Kader, bien sûr, d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'est passionnant. Évidemment, je remercie tous les gens qui ont participé. Il y a possibilité de garder un lien avec toi, Kader, hein, via mon intermédiaire ou directement, pour continuer à discuter.
et si c'est possible. En tout cas, je remercie une fois de plus tout le monde. Vous pourrez retrouver cette présentation et tous les échanges qui vont avec et qui sont très très riches, me semble-t-il, sur notre site osiris.org prochainement. Et voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à un prochain rendez-vous des Midi Labo dans quelques temps sur d'autres thèmes qui concernent nos actions.